Enre- Voilà, enregistré. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci de jouer le jeu et d'être venu à la présentation. Donc là, ça, on va le passer. Bon, vous m'avez déjà vu, vous me connaissez un petit peu. Là, je vais plus me présenter sur l'aspect, on va dire, d'intelligence émotionnelle. Euh, Vous connaissez mon parcours. Moi, je suis sorti en 2019 du coup du master. J'ai bossé 10-12 ans dans la qualité dispositifs médicaux et en 2019, j'ai fait un bilan de compétences où on me disait, ben, on vous voit technique et humain. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais bosser un peu l'humain. Surtout que c'était en 2019. Je crois que c'était à ce moment-là où je m'étais formé au Lean Six Sigma et en fait, je pense que le Six Sigma, c'était trop. Je me suis dit, ouais, j'en ai marre. Et du coup, alors, je me suis formé praticien en programmation neurolinguistique, la PNL. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros des outils. C'est deux personnes, Grinder et Bendler, qui dans les années 50 ont voulu étudier un peu les meilleurs, les gens qui réussissent. Ils ont voulu un peu étudier leur comportement, leur faction, leur manière de penser. Et du coup, ils ont créé des outils PNL. Alors, c'est énormément de visualisation. Ouais, bah, on va en parler par exemple l'atteinte d'objectifs. Tout ce qui est un peu coaching sportif, on visualise déjà le succès. Et ça nous anime, parce qu'en fait, on fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ça, on verra un peu justement comment ça fonctionne dans le cerveau. Et voilà, du coup, après, bah, en étant praticien, on peut devenir en quelque sorte thérapeute. C'est des thérapies brèves. Alors, c'est un peu décrié par tout ce qui est psychothérapie, psychologue, qui pour le coup ont fait des études et ils ont raison à un certain point, c'est que dans les praticiens PNL, on va trouver un petit peu de tout, comme en intelligence émotionnelle. Voilà. Et la même année, en fait, je me suis formé sur Paris, une boîte qui s'appelle. Voilà, quand j'ai fait la PNL, on parlait des émotions. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Du coup, je me suis formé à l'intelligence émotionnelle, ça s'appelle Emotional Skill and Competencies. Et le gars me dit, bah, si tu fais toutes les formations, tu peux devenir formateur. Et comme j'aime bien, j'aimais ça, je me suis dit, allez, je vais tout faire. Du coup, bah, intelligence émotionnelle. Et après, bah, ce qui n'était pas prévu, c'était évaluation de la vérité, de la crédibilité. Et si vous vous souvenez, ben, on a vu cette fameuse vidéo où il y a la personne qui sourit. Je vous en montrerai d'autres, où justement le gars qui a étudié les expressions de visage s'est rendu compte que des fois le discours, voilà, allait pas avec les expressions de visage. Et il dit, ouh, tiens, il y a un chemin qui s'est ouvert vers la détection de l'évaluation de la crédibilité, la détection du mensonge. Et après, un peu, pour pousser un petit peu le truc un peu plus loin, j'ai fait l'analyse comportementale et technique d'investigation. C'est un peu la même chose en version un peu plus poussée. Et à côté de ça, bah, comme on parlait d'expression faciale, je me suis formé chez Paul Ekman, je vais vous en parler, au système de codage des actions faciales. Et c'est, comme vous voyez sur ma photo, j'ai mis des muscles, voilà, autour de l'œil, au niveau des sourcils, au niveau du front. Et ça, en fait, ces muscles sont activés selon les émotions. Ça, c'est des choses qu'on verra lorsqu'on étudiera l'empathie. Voilà. Alors, j'essaie de passer. Voilà. OK. Donc là, alors, au début, moi, j'avais vu, donc il y a 11 blocs de compétences, ce qu'on va passer en revue. Euh, Ce qu'il y a, c'est que moi, je m'étais dit, chaque soir, un bloc. Je me suis rendu compte, en fin de compte, que je pense qu'il y a des blocs qui sont plutôt plus courts que d'autres. Et c'est possible de faire plus court. Le bloc zéro, les émotions et l'intelligence émotionnelle. Bon, les émotions, ça prend un peu de temps. Voilà, on pose les bases. Donc celui-là, c'est un des plus gros. Conscience de soi aussi, c'est un bloc qui est important et maîtrise de soi aussi. Ensuite, adaptabilité, euh, orienté réussite, donc atteinte d'objectifs et l'optimisme. Ces trois, je pense qu'on peut les boucler peut-être en 2 heures. Voilà. L'empathie, c'est un gros morceau. Conscience organisationnelle, c'est pas un très gros morceau. Et les quatre derniers, c'est plutôt un résultat des 7 premiers blocs. Donc, il y a un graphique après où ce sera peut-être un peu plus clair. Voilà, je vous passe un petit peu rapidement pourquoi choisir un visage. Donc ça, on va dire que c'est pour les clients qui auront payé la formation. Mais bon, pas de prérequis. Donc des cours en e-learning dès 17h30.
À la fin, je verrai avec vous si ça vous va ou si vous voulez peut-être que, je sais pas moi, demain, mercredi, on fasse deux cours, qu'on rallonge, qu'on raccourcisse, enfin comme vous voulez. Là, c'est les vacances pour moi aussi, donc voilà, on s'adaptera, on en discutera à la fin. Donc la possibilité de revoir les cours. On revoit 11 soft skills. Alors vous verrez, il y a 250 diapos. À la fin, vous aurez 250 PDF, enfin PDF avec 250 pages, voire plus. Bien évidemment, bah, vous revenez quand vous voulez, vous avez accès aux liens. Donc si les cours s'enrichissent au fil de l'année, bah, vous n'hésitez pas à revenir, il n'y a aucun problème. Moi, mon objectif, c'est vraiment de créer une communauté. Et plus il y a de monde, et plus je trouve ça intéressant. Voilà, je veux pas rentrer dans vous avez payé et puis après vous avez plus accès, vous revenez et voilà, l'idée c'est que ça reste vivant. Les plus, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'utilisation d'un logiciel de micro-expression. Donc moi là j'en ai un de 14 diapos que j'ai eu avec mes formations d'il y a en 2019, mais je vais compléter, je l'achèterai là d'ici cette semaine. Et comme je vous l'ai expliqué, la semaine prochaine, je suis en formation. Et notamment jeudi et vendredi, si je dis pas de bêtises, je vais être formé sur un nouveau logiciel d'évaluation du quotient émotionnel qui s'appelle le E-Factor, le E-Factor. Et ça, bah, je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine quand j'en saurai un peu plus. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Voilà. Bon, les objectifs, je passe. Euh, voilà, on va plutôt lire la partie rose. Donc à la fin du cursus, l'idée c'est, il y a 4 piliers, hein. Le premier pilier, c'est comprendre le fonctionnement des émotions et prendre conscience de son état émotionnel, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est développer vos capacités à maîtriser les émotions. Donc je ressens l'émotion. Après, bah, c'est qu'est-ce que j'en fais. Ça, c'est ce qu'on appelle les compétences personnelles. Et ensuite, vous avez les compétences sociales qui sont voir chez l'autre, donc identifier les émotions chez l'autre, la lecture du visage et la voix aussi. Et pour terminer, bah, une fois que j'ai cette info de l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je construis des relations professionnelles et personnelles durables. C'est OK pour tout le monde? Ouais. Yes. Ouais. Ouais, bon, ok, super. Ok, bah allez, on est parti. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'intelligence émotionnelle. Euh, donc, pour démarrer, alors, je pourrais vous parler du bouddhisme, parce que le bouddhisme, eux ils ont étudié les émotions, mais de manière contemplative, et ils le font depuis des millénaires. Là, aujourd'hui, il y a un chercheur qui s'appelle David Matsumoto, qui, sur son site, a écrit un article où il dit qu'il y aurait, de ce qu'il aurait compris, plus de 1000 mots pour traduire les émotions. Donc rendez-vous compte, c'est-à-dire on a la joie, la colère, la tristesse, la fierté, etc. À plus de 1000 mots. Ça veut dire ils sont capables d'être ultra précis et de faire la différence entre 1000 émotions différentes. Voilà. Euh, En France, là, je vais vous parler de la partie plutôt, on va dire, scientifique. Donc, alors pas forcément qu'en France, hein, on va dire dans le monde du domaine scientifique. Et je vais démarrer par Charles Darwin. Pourquoi Charles Darwin? Parce que Charles Darwin, lui, il a publié un livre en 1876, 72, pardon, qui s'appelle Les expressions des émotions chez les hommes et les animaux. Et en fait, Charles, ce qu'il a compris à l'époque, c'est que quand il regardait son chien, bah, quand il était content, il remuait la queue. Un chat qui stressait, là, comme on peut le voir sur le livre, eh ben, va hérisser les poils si il se sent en danger, voilà, ou agressé, irrité. Il parle également des chevaux qui, lorsqu'ils sont frustrés ou impatients, vont taper du sabot, ou quand ils sont prêts à attaquer, à mordre, ont ce réflexe de rentrer les oreilles vers l'arrière. Donc il se rend compte que chez les animaux, ben voilà, il y a des phénomènes, il y a des changements comportementaux en fonction de, voilà, des émotions. Et il fait une petite expérience qui est intéressante sur une grenouille où il met une goutte d'acide sur une patte de grenouille et la grenouille avec l'autre patte vient enlever la patte d'acide. Puis à un moment, il sectionne la grenouille en deux et il fait la même expérience et la patte gauche vient toujours enlever la patte droite alors qu'il n'y a il y a plus de cerveau. Donc il se dit tiens, c'est quand même étrange qu'il y ait des comportements qui ne soient pas propres à la conscience, mais propres, on va dire, au corps humain. Au corps humain. Il fait aussi l'équivalent avec la pupille qui se dilate ou se rétracte en fonction de la lumière. Et il parle d'une petite expérience où il est au zoo et il y a un serpent qui est derrière une vitre. Et Charles, il se dit, bon, bah, moi, je suis protégé, je suis derrière la vitre, mais je vais quand même m'approcher. Et en fait, le serpent, il vient attaquer, il vient fouetter la vitre. Et Charles Darwin, du coup, il recule.
il recule. Et il se dit, tiens, c'est intéressant parce que j'étais consciemment protégé, je savais qu'il allait rien m'arriver, mais mon corps a quand même eu ce réflexe de reculer. Donc il y a des parties inconscientes, et on va voir tout à l'heure que l'émotion fait partie du domaine de l'inconscient, ou ce qu'on appelle plutôt du domaine du préconscient, c'est-à-dire qu'une émotion va beaucoup plus vite que le raisonnement. Donc c'est déjà un point d'entrée. Ensuite, je vais vous parler de Paul Ekman, et donc Paul Ekman, il est né en 1934. Et à l'époque, donc c'est un Américain, et son père est médecin classique, et sa mère en fait s'est suicidée. Et il comprend pas pourquoi son père médecin n'a pas pu sauver sa mère. Du coup, il s'engage vers une formation de psychologue clinicien. Et durant son service militaire, il y a un général qui a un budget et qui lui dit, bah voilà, moi ma femme elle est, alors je sais plus si elle est thaïlandaise ou cambodgienne, et il dit, bah on se comprend pas, culturellement on se comprend pas. Tiens, j'ai des sous, est-ce que tu peux faire une thèse là-dessus? Et ce que voulait faire Paul Ekman, donc Paul Ekman c'est la personne à droite. Euh, il voulait au début partir sur le mouvement, la gestuelle des mains. Et il a un mentor à l'époque qui lui dit non, non, va pas dans cette voie, étudie le visage, il y a un truc à faire. C'était Tompkins, le gars il s'appelait Tompkins, il lui dit étudie le visage. Donc Paul Ekman il se dit bah ok, je vais partir, je vais étudier le visage. Et il fait le tour du monde, mais dans des pays civilisés, Brésil, Argentine, Japon. Et le problème, ce qu'il a, c'est que bah, il se dit, mais quand un Japonais il sourit, bah, je sais pas s'il le fait de manière culturelle, est-ce qu'il a appris ça au Japon, ou est-ce que comme ils ont la télé, ils ont appris ça bah, à travers un film de Clint Eastwood. Voilà. Est-ce que c'est les Américains, en fin de compte, qui ont transféré les émotions, on va dire, au Japon? Donc il est un petit peu embêté. Et à l'époque, il a un ami qui est biologiste et qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est l'image que vous voyez à droite. Et il est biologiste parce que alors, Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est une île hein, qui se trouve au nord de l'Australie, et ils sont cannibales, donc il y a des maladies. Et il est là-bas, et en fait il y a des films, et des films qui reviennent au labo. Et Paul Ekman voit justement des expressions du visage, et se dit mais c'est parfait d'aller là-bas, ça serait génial. Ils n'ont pas la télé, c'est un peuple, les Papous, qui sont un peu voilà à l'ancienne. Il se dit bah c'est parfait. Donc il part 3 années là-bas, et il va étudier les expressions du visage. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il va donner des petites mises en scène, des contextes comme, voilà, un cochon en putréfaction, qu'est-ce que ça te fait? Alors tu as les papous qui font, ah, comme ça, voilà, du dégoût, ça affiche du dégoût, et comme ça, du coup, il va identifier à l'époque, 5 expressions, faciales aux émotions, de manière universelle. Donc ces 5 expressions sont, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, Heu et si je dis attention, c'est pas la surprise, pas le mépris, la peur la peur, voilà. Parce qu'il y en a 7 qui sont universelles aujourd'hui, mais à l'époque, la surprise, c'était très compliqué pour eux de l'identifier, la surprise, et le mépris, c'était pas encore, d'actualité. Voilà. Et donc Paul Ekman, il revient avec toute cette science. Donc là, en Papouasie, je crois qu'il a 34 ans, donc on est dans les années 60, et il décide de créer un dictionnaire. Et ce dictionnaire, il s'appelle le FACS, pour Facial Action Coding System. Et dans ce dictionnaire, je vous en parle juste dans la diapo d'après, mais c'est ce qui a permis aujourd'hui de faire tout ce qui est la reconnaissance faciale. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, ben, quand vous êtes devant une caméra ou au robot, en fait, c'est le fax qu'on apprend au robot pour activer les muscles, justement, et générer de l'émotion. Ou dans n'importe quel film d'animation, aujourd'hui, on va utiliser le dictionnaire fax. Voilà. Dans les années 90, il y a Peter Salovey et Mayer qui sont très connus parce que ce sont des pionniers. Ce sont les premiers à avoir donné une définition de l'intelligence émotionnelle. Alors rappelez-vous, je vous ai dit en gros, il y avait 4 piliers. Le premier pilier, c'est la conscience de soi. Le deuxième pilier, c'est la gestion de soi. Le troisième pilier, c'est voir chez l'autre, conscience de l'autre. Et après, la gestion de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Et, euh, et pour terminer, Daniel Goleman, en 95, a sorti un livre qui a en quelque sorte rendu populaire l'intelligence émotionnelle, et donc qui pour le coup s'appelle l'intelligence émotionnelle, l'intégrale. Donc ça, c'est un bouquin que vous trouvez un peu partout, et généralement, on va dire que tous ceux qui sont un peu dans le domaine l'ont lu. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une première partie où l'intelligence émotionnelle, elle est vraiment axée au niveau scolaire. Et en fait, on est allé chercher Daniel Goleman en disant, bah, ce que tu as fait pour les études, c'est super. On aimerait que tu appliques ça dans le monde professionnel. Et c'est ce qu'il a fait.
Et du coup, bah, c'est là-dessus où maintenant l'intelligence émotionnelle, on ne voit que par ça dans le monde, on va dire dans le monde professionnel. On a démontré que c'était en termes de performance, l'intelligence émotionnelle jouait à 40%, alors que l'intelligence intellectuelle, le quotient intellectuel, c'était que 20%. Donc voilà. Donc, vaut mieux embaucher, on va dire, quelqu'un de sympa, plutôt que quelqu'un qui est sûrement très doué, mais un peu reste un petit peu dans son coin. Voilà. Donc voilà, donc pour vous parler un petit peu du fax, c'est ça. Voilà, le fax, il est venu, Paul Ekman, donc vous voyez ici, est venu coder les muscles du visage. Donc là, vous avez, on va dire au-dessus, je sais pas, vous voyez ma souris ou pas du tout, qui bouge? Ouais, on la Oui. voit. Ouais, ok, super. Donc là, voilà, vous avez les muscles qu'on appelle frontalis. Vous avez des muscles qui sont au milieu du front et vous avez des muscles qui sont à l'extérieur du front. Alors, je sais pas si je vais essayer de m'approcher. Voilà, ceux qui sont au milieu du front, c'est vraiment ceux-là. Vous allez activer, on va dire, sur de la surprise ou de la tristesse. Et après, vous avez l'extérieur. Voilà, vous avez deux types de muscles. Et là, c'est que l'extérieur. Voilà. Et si je fais l'extérieur plus l'intérieur, bah voilà, j'ai levé vraiment tout le front. Et ça, c'est codé. Le muscle intérieur, c'est 1, le muscle extérieur, c'est 2. Et ce muscle, vous voyez, si c'est 7, c'est ce qu'on appelle le muscle orbiculaire, l'orbicularis oculi. Et ça, c'est un muscle qui est activé bah, notamment pendant la joie, où vous allez faire vos petites pas de doigts. Alors, le 7, si vous activez le 7, c'est un peu plus le regard perçant. Voilà. Vous activez vraiment juste le contour de l'œil, c'est le regard perçant. Et le 6, là, c'est vraiment tout le contour, c'est les pas de doigts. Et vous rajoutez un sourire à ça et vous avez une vraie joie. Voilà. Donc ça, voilà, vous avez le dictionnaire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Ekman, donc là, on est dans les années 70, il crée ce dictionnaire, et en 2001, en fait, il est contacté pendant les attentats du 11 septembre. Alors, je me posais la question, vous êtes né en 2000-2001 à peu près? Bon, ça 2002, dépend, moi aussi. il y en a avant, il y en a après. Ouais, ok. Mais Euh, Mais par là, ouais. l'attentat du 11 septembre, ça vous parle? oui, Ouais, ouais. Ouais, donc, ouais, voilà. Moi, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 15 ans et ouais, j'étais au lycée quand c'est arrivé. Et du coup, ben voilà, vous avez les avions qui ont foncé sur les tours. Et on a fait appel à Paul Ekman en lui disant, bah tiens, on a quelle sorte des terroristes qui sont rentrés sur le territoire. Est-ce que tu pourrais former les douaniers à détecter justement les mauvaises personnes qui rentreraient sur le territoire? Par exemple, je sais pas moi, est-ce que vous aimez l'Amérique? Et si la personne vous fait ah non, du dégoût ou de la colère, en gros, celui-là, on ne fait pas rentrer. Le problème, c'est que ça, on le verra plus vers la fin dans de l'analyse comportementale, c'est qu'il y a des risques, notamment un risque qui s'appelle le risque d'Othello. C'est quand vous voyez de la peur chez l'autre, en fait, ça peut générer chez vous en vous disant ah bah tiens, ce mec il rentre sur le territoire américain, il a peur, c'est parce que je vais le choper. Il sait que je vais le choper, du coup il flippe. Or, en fait, sa peur à lui, c'est plutôt il va pas me croire, le douanier, et moi il va falloir que je reparte chez moi et j'ai pas envie, par exemple. Donc voilà, faut faire attention quand on voit de la peur. On sait jamais si c'est la peur d'être cru ou la peur de pas être compris. Donc ça n'avait pas très fonctionné à l'époque, ça s'appelait le projet Spot. Ça n'avait pas très bien fonctionné parce que les douaniers, en fait, ils disaient un petit peu leur checklist, ils regardaient pas forcément les gens. Et bon, c'était un peu du oui, un peu du non, c'était un peu à la carte. Donc ça n'a pas bien fonctionné. Toutefois, alors après, ce qui s'est passé, c'est alors Paul Ekman après a travaillé sur le polygraphe. Le polygraphe, c'est le nom technique du détecteur de mensonge. Donc, vous savez, c'est le truc qu'on met à vos doigts et on regarde votre pression artérielle, votre rythme cardiaque et votre sudation. Sauf que pour le coup, alors il y a des pays où c'est validé, d'autres ça l'est pas. Et c'est pas fiable, en quelque sorte, parce que vous pouvez justement stresser et paniquer parce que vous êtes à un interrogatoire, parce qu'on vous a branché la machine, et ce qui n'a rien à voir avec du mensonge ou pas. Donc il a bossé là-dessus, il a fait voilà, il a fait toute la partie argumentaire, sorti des publications. Et en 2009, ça a été le conseiller scientifique de la série Light to Me. Alors est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent? Non, il n'y a rien. Non, ok. Alors la série Light to Me, c'est alors la saison 1 de Light to Me retrace la vie de Paul Ekman. Le gars s'appelle Cole Lightman et travaille avec la police sur des enquêtes. Et, euh, et du coup, bah, Cole Lightman fait typiquement de l'analyse comportementale.
Donc si vous voulez regarder la série, bah, c'est un petit peu ce que je peux faire moi on va dire, dans le quotidien. Là, pour le coup, bah, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas forcément la série, parce que je crois qu'il y a eu 3 saisons. La première saison était bien, elle était très scientifique. Après, ils ont voulu faire un truc un peu à l'eau de rose avec des scènes romantiques, ça n'a pas marché. Mais je vous mets ici juste l'introduction. Ah, c'est pas une super collection. Ouais, ça a pas été super, on est d'accord, hein. Ça a bugué. Ouais, Ouais, ça ça a avait pas été. mal bugué, ouais. Ouais, je vais Ouais, voir si je la et relance. là, Ouais, juste fais un que je, test. que je le vois. Ouais, non, alors ça marche pas très bien. Ok. Peut-être Euh, ouvrir directement sur YouTube, non? comment? Peut-être ouvrir Ouais, directement. Peut-être. on va voir, ouais. Sinon, ce que je ferais, c'est, je pense, télécharger. Ouais, non, t'as raison. Parfait. Voilà. Donc, hop. Là, alors, si vous avez, je sais pas si vous avez fait attention, il y a des petits chiffres, il y a des petites lettres, tout ça, justement, c'est ce fameux codage fax. Euh, voilà, on a vu colère, stress, mépris, tout ça. Voilà. Donc là, voilà, cette série, elle est basée sur la vie de Paul Ekman. Et donc conseiller scientifique en 2009 et en 2016, Paul Ekman a été le conseiller scientifique du film d'animation Vice Versa. Alors je sais pas si vous avez vu le un ou le 2 qui est sorti l'année dernière, je crois. Est-ce que ça vous parle ou pas ce film d'animation? Ouais. Oui, oui. Ouais, oui, oui. Ouais, Ouais, ouais. Ok. Ok. Bah pour éviter les bugs, j'avais mis aussi voilà, la bande annonce. Et bah là, ce qui est intéressant, alors il manque tristesse. Il manque tristesse, hein, mais si vous vous rappelez, hein, en vert, c'est dégoût, en jaune, c'est joie, la colère et la peur. Et donc, il en manque deux, en fait. Il en manque deux, c'est la surprise et le mépris. Alors, on est sur un film d'enfant, donc il n'y a pas de mépris, c'est cohérent. Et la surprise, on verra, c'est une émotion de transition. C'est pas une émotion qui dure, comme la tristesse, ou voilà, qui est une des émotions qui dure le plus longtemps. La surprise, c'est vraiment, ça dure 1 à 2 secondes et puis généralement après on est heureux de la surprise ou en colère ou peur ou peu importe. Mais voilà. Donc du coup, il y en a que 5 et puis ils ont fait aussi des études, ils ont montré que 5 c'était un chiffre qui était assez facile à retenir. Voilà. Hop, en plus, je, je me tape la pub. Voilà, bref. Ok. Alors, tiens, je vais, on va revenir en arrière. Pour vous, c'est quoi une émotion? Alors, putain. Ouais. Pour vous, ouais. Est-ce que vous avez une idée comment vous qualifierez une émotion? Qu'est-ce que c'est pour vous? Ça serait, enfin, pour moi, ce serait un état dans lequel on pourrait se trouver face à une situation. Ouais, Euh, c'est un ouais, peu lié à ce qu'on a vécu. ouais, On n'a pas tous les mêmes notions de joie, de peur. Ça serait un peu ça, quoi. ouais. Ok. C'est plus un Est-ce qu'il y a état qui est d'autres? lié à ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Ok, ok, Moi, je c'est pas dirais mal. que c'est éphémère aussi, que Ouais, c'est lié à quelque chose qui nous fait réagir sur l'instant, mais que c'est ouais, peut-être différent d'un sentiment qui peut durer sur enfin, sur le long terme, et une émotion, c'est plus ouais. rapide. Voilà. Ok, ouais, je c'est bien. dirais que c'est aussi un truc qui combine ce qui est physiologique et psychologique. Euh, et voilà quoi. Ouais, ouais, pas mal.
Il y en a d'autres qui vont se lancer ou non, c'est pas mal, hein. Allez. Eh ben, voilà. Donc, je vais vous donner une définition donc, de Paul Ekman qui tirait du livre Emotion Revealed qui est sorti en 2003. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'intelligence émotionnelle, si je dis pas de bêtises, là, le dernier bouquin que j'ai lu, euh, 80% des études qui sont sorties aujourd'hui ont moins de 10 ans. Ont moins de 10 ans. C'est-à-dire que Paul Ekman, dans les années 50, les scientifiques se comptaient sur les doigts de la main. Il y en avait une dizaine dans le monde. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai entendu, c'était 250. 250. Et pour le coup, aujourd'hui, les publications sortent beaucoup. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant les années 2000, il y avait très très peu de publications. Et du coup, on va dire les pionniers, les grands de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, ils ont tous 80 balais. Enfin, voilà. Donc, Paul Ekman, donc lui, en 2003, il sort cette définition. Donc, processus automatique influencé par notre évolution et passé personnel qui se produit pour notre bien-être, déclenchant des changements physiologiques, donc vous l'avez dit, comportementaux pour gérer la situation. Donc là, si on reprend, ce qui est déjà très important, c'est de parler de processus automatique. Processus automatique, ça veut dire que c'est opaque à la conscience. Euh, une émotion, et vous l'avez dit par rapport à un sentiment, en fait, une émotion, ça a été calculé à quelque chose comme 300 millisecondes. Donc ça veut dire que l'émotion, elle arrive, elle frappe pas à la porte. Elle arrive, elle est là. Et vous, votre conscience, quand par exemple, je vous dis appuyer sur un bouton dès que le chronomètre se déclenche, vous allez voir, vous allez mettre une seconde. C'est-à-dire que voilà, le temps que l'information arrive, tac, vous allez appuyer. Il vous faut une seconde pour conscientiser. Ça veut dire quoi? Alors, on le verra juste après, mais que l'émotion, elle arrive toujours avant la conscience. Et ça, moi, je lis beaucoup, et à tort, des personnes justement qui sont formées, enfin qui sont formées ou pas, j'en sais rien, à l'intelligence émotionnelle, et qui parlent d'accueillir les émotions. Sauf que moi, quand j'entends accueillir les émotions, bah, je vois toujours, genre, ça sonne à la porte, puis on y va, on ouvre la porte, et puis on accueille. Sauf que là, comme l'émotion, elle arrive avant la conscience, en fait, vous êtes sur votre canapé et l'émotion, elle est là. Ça va pas sonner à la porte. Donc, vous devez faire avec. Et donc ça, c'est important parce que processus automatique, je peux vous en citer un autre, c'est votre cœur qui bat. Ça aussi, c'est un processus automatique. Et personne se demande comment on accueille son rythme cardiaque. On l'accueille pas, il est là. Les émotions, c'est pareil. C'est quelque chose qui vient, qui est opaque à la conscience. On ne sait pas pourquoi. Voilà, vous allez être une blague va vous faire rire ou pas du tout. Voilà, vous n'allez pas vous dire ah tiens, elle est bonne, allez rigole ou je sais pas, vous avez un agresseur ou quelque chose qui vous fait peur. Vous n'allez pas vous dire ah et peur, pars en courant. Euh, vous avez une voiture qui vous coupe la route, vous allez freiner parce que justement l'émotion de peur va être là et va vous sauver la vie. Et vous allez comprendre après et vous allez même vous dire j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est un processus automatique et c'est influencé par notre évolution et passé personnel. Alors notre évolution, il faut s'imaginer l'homme de Cro-Magnon. Il faut s'imaginer que aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à cette fameuse boîte à outils d'émotions. On n'aurait pas eu d'émotions, l'humanité aurait disparu. Pourquoi? Ben parce qu'à l'époque, faut s'imaginer, l'homme de Cro-Magnon, il a pas grand-chose pour survivre, mais en tout cas, quand il voit un tigre à dents de sabre, il a peur, il part en courant. Si le tigre le rattrape et que l'homme de Cro-Magnon il est coincé dans un cul-de-sac, et ben là la colère va prendre le dessus sur la peur. Et donc la colère, c'est ce qui va lui permettre de se défendre. La colère, alors faut pas imaginer ça. Il y a des notions d'intensité dans les émotions. La colère, c'est tout ce qui fait du domaine de l'action. C'est-à-dire que si vous partez à la cueillette et que vous avez un tronc d'arbre devant vous, et ben la colère, c'est ce qui va activer vos bras en quelque sorte. Vous allez prendre le tronc d'arbre, vous allez le déplacer. On verra comment les déclencheurs universels des émotions. Et voilà. Vous mangiez quelque chose de putréfié, ne sentez pas bon, bah le dégoût vous faisiez recracher voilà, cet aliment. Donc voilà. Donc toute cette boîte à outils des émotions nous ont permis de survivre, en quelque sorte. Aujourd'hui, ça nous fait défaut. Il y a des situations, voilà, peur de parler en public,
voilà, des choses qui aujourd'hui ont plus lieu d'être et qui nous font du coup vraiment défaut. Mais à l'époque, c'était vraiment, on va dire, la batterie de secours. On avait besoin de nos émotions pour survivre. Et passé personnel, ça, c'est, comme vous l'avez souligné, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que parmi vous, il y en a peut-être qui ont peur du vide, peut-être qu'il y en a qui ont peur de l'eau, peut-être que, je sais pas, bah, vous êtes fait mordre par un chien quand vous étiez petit, et ben ça va impacter aujourd'hui, vous avez du mal voilà, avec les chiens. Donc ça, souvent, quand on dit il y a plusieurs impacts, parce que tout ce qui va être du domaine de la souffrance ou de la peur, ça va être gravé dans votre amygdale. On le verra après, l'amygdale, c'est vraiment votre détecteur en temps réel à 360 degrés. Et tout ce qui est du domaine des peurs, c'est gravé, en fait, c'est une mémoire. Et, euh, et cette mémoire, bah, elle est là aussi pour vous protéger. Et moi, souvent, ce que je dis, bah, j'ai passé un entretien il y a 2 semaines pour être police réserviste, et ils m'ont demandé à quel moment je maîtrisais justement l'intelligence émotionnelle. Et je leur disais, bah, vous savez, moi, à l'école, je pense que j'ai dû avoir peur d'être interrogé, parce que quand je suis à une réunion, imaginez, je suis à votre place, je suis à la fac, on me dit, bah tiens, Morgane, présente-toi. Et là, j'ai toujours le cœur qui bat. J'ai toujours le cœur qui tape. Et je dis, bah, je pense qu'à l'école, bah, je devais avoir vraiment peur d'être interrogé. Et puis l'école, on y reste un sacré bout de temps. Du coup, bah, j'ai toujours le cœur qui bat quand on fait un tour de table. Et c'est même pas pour être interrogé, hein, c'est juste pour se présenter. Je dis pourtant, bah, je fais des formations et j'ai aucun problème à parler en public. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de truc qui peut vous rester gravé et qui, pour le coup, est indélébile et très difficile, voire quasi impossible à effacer. Voilà. Et voilà. Et pourtant, ça se produit pour notre bien-être. Voilà. Donc, si vous avez eu des événements dans votre vie qui vous ont marqué, qui sont gravés dans votre mémoire et qui, du coup, vous suivent en quelque sorte jusqu'à la fin de votre vie. Et ça déclenche, bien évidemment, des changements physiologiques et comportementaux. Voilà. La joie, on va le voir. Bah, voilà. Alors, si je prends plutôt la colère, bah, vous allez bouillonner, peut-être vous allez avoir la tête qui chauffe, vous allez avoir chaud. Voilà, il y a tout un comportement, le rythme cardiaque qui s'accélère, le sang qui va dans les bras. La peur, c'est le contraire. Le sang va dans les muscles profonds, on va plutôt avoir des sensations de froid, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est tout des changements comportementaux donc pour gérer bah, la situation qui se présente à vous. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est OK, c'est clair. Complètement, c'est clair. Ouais, OK, super. Donc voilà, ben là je vais vous parler un petit peu du mécanisme d'une émotion. Donc les émotions, elles arrivent en réponse à un stimulus. Alors ce stimulus, il peut être actuel. Bah, voilà, il y a une bonne blague qui arrive, vous vous mettez à rigoler. Imaginez, ça vous pouvez en fin de compte vous remémorer cette blague au long de la journée et puis vous marrez, personne ne sait pourquoi. Voilà, parce que ça revient. Alors imaginez, ça peut être aussi, parce que là je vois remémorer, donc c'est plutôt remémorer la bonne blague. Imaginez, ça peut être, bah, vous fermez les yeux et vous vous dites, ça y est, mon examen, je l'ai. Et là, vous vous sentez en pleine confiance. Voilà. Vous faites un marathon et vous visualisez l'arrivée, vous faites comme si vous y étiez. Le faire comme si, on va voir qu'en PNL, c'est très puissant. Mais c'est le meilleur moyen, on va dire, d'arriver à un objectif. Vous voulez arrêter de fumer, bah, faut pas se dire, justement, je veux arrêter. Voilà, faut faire comme si vous avez arrêté de fumer, en fait. Et c'est le meilleur moyen, en fait, et le plus efficace pour atteindre un objectif. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a l'effet actuel, imaginer, remémorer. Et une émotion, donc ses caractéristiques, c'est que c'est rapide. Je vous l'ai dit, c'est moins d'une demi-seconde, c'est 300 millisecondes. Alors, ils n'arrivent pas exactement à calculer le temps, mais voilà, c'est supposé être autour du P300, ce qu'ils appellent. Coordonné et organisé. Donc ça, bah, coordonné, organisé, ce que je vous ai dit, une voiture qui vous coupe la route, bah, la peur va faire que vous allez freiner, vous allez tourner le volant, tout est parfaitement orchestré, même au niveau du visage, l'expression va s'afficher. Possède des signaux fiables, c'est-à-dire qu'en observant votre visage ou en écoutant votre voix, on serait à même de dire, voilà, bah, même vous, hein, vous êtes dans la chambre à côté, ça s'engueule, bon, bah, vous savez reconnaître de la colère. Ça a des fonctions sociales, voilà. Le mépris, on sait que c'est voilà, c'est mon territoire en quelque sorte. La joie, bah, c'est plutôt pour se faire accueillir auprès de tout le monde en quelque sorte, voilà. Et donc cette boîte à outils émotionnelle, elle est là, bah, bien évidemment pour enrichir nos vies. Alors petite vidéo, on va essayer de la voir sur YouTube.
This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Why would you do that? That's not funny at all. Why would you do that to me? Why did you do that? Ok. Donc là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'aime bien cette vidéo parce que on voit plusieurs émotions. Donc, au début, il est vachement concentré sur l'écran. Et puis, dès que la personne fait peur, bon, bah là, il a peur. Donc, il se met à hurler. Il se met à contracter tout son corps. Et un peu comme l'homme de Cro-Magnon, où je vous ai dit, quand il est acculé, la colère peut prendre le dessus. Et là, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a peur, il sait pas quoi faire. Et quand on est sous l'émotion, l'amygdale prend le relais et en fait vient effacer le cortex préfrontal. Bon, on le verra tout ça. Le cortex préfrontal, c'est vraiment la partie qui est juste derrière le front et qui analyse, qui planifie, voilà, qui est vraiment dans la structure. L'amygdale, quand une émotion est très forte, l'amygdale, elle envoie un signal au cortex en lui disant, je prends le relais, voilà, en mode homme de Cro-Magnon. Et là, bah, du coup, son réflexe, ça a été bah, de mettre un coup de poing dans l'écran. La peur a pris le dessus. Et derrière, bah, du coup, il se lève et il se met à pleurer. Donc ça, on sait que à être triste, donc la tristesse s'affiche sur son visage. La tristesse, on sait que c'est une perte de lien. Il y a une perte de lien, un truc qui s'est coupé. Donc il dit, bah, pourquoi tu m'as fait ça? Euh, et euh, la peur, alors je sais pas si on voit bien, je pense qu'on ne voit pas bien sur la vidéo, à la fin, la caméra descend sur son pantalon parce qu'il s'est pissé dessus. Et ça, bah, typiquement, on est dans la partie physiologique de la peur. Je vous ai dit, le sang, en fait, va dans les muscles profonds. Et ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire le système digestif, il s'arrête pour la peur. Donc c'est pour ça que on a la bouche sèche, pâteuse. Je sais pas si vous allez passer des entretiens, vous avez la bouche pâteuse parce que bah vous avez peur et cette peur bah, arrête le système digestif. On n'a pas faim, ça arrête la salivation. Du coup, bah on boit un petit coup pour compenser. Et le sang qui va dans les muscles profonds, alors c'est le dos, c'est les jambes, c'est pour courir, c'est pour fuir. Et parfois, alors c'est tellement intense que du coup, ça nous tétanise et on reste sur place, on est figé. Mais et ça, du coup, ça, il n'y a plus de fonction pour retenir la vessie. Du coup, la vessie se vide. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe. Donc voilà. Donc, je trouve que dans cette vidéo, elle est intéressante parce que bah, du coup, c'est rapide, c'est coordonné. Il y a des signaux fiables. Voilà, il se met à hurler, il se met à taper sur le visage, il se met à pleurer. Voilà, donc fonction sociale et voilà, je trouve cette vidéo plutôt sympa This à maze is regarder. Donc, toujours dans le mécanisme, voilà, vous avez, donc si on regarde le schéma, vous avez notre histoire, donc en quelque sorte notre ADN, et vous avez un stimulus. Donc là, j'ai mis, il y a un serpent. Donc, ah, vous voyez un serpent. Du coup, vous avez le réflexe et l'émotion qui arrivent, voilà, en 250 millisecondes. Et cette émotion, elle va aller voir justement dans votre amygdale, dans votre système nerveux central. En gros, vous avez des programmes, vous êtes un logiciel qui du coup s'est programmé au fil de votre éducation, au fil de votre expérience, et l'amygdale va aller piocher du coup ce qui est le plus adapté pour vous. Donc vous voyez un serpent, tac, la peur arrive par exemple. Du coup, vous allez commencer à le conscientiser à partir d'une demi-seconde, mais votre rythme cardiaque va commencer à s'accélérer, le sang va partir, vous allez afficher du coup l'expression de peur, et puis vous allez commencer à manager, à dire mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de mon ressenti? Au passage, voilà, une émotion qui est conscientisée devient un sentiment. Donc voilà, vous conscientisez ce qui se passe. Donc là, vous avez aussi une partie du cerveau qui s'appelle l'insula, qui va venir un peu, c'est un peu le Google GPS, Google Maps de votre corps, qui va vous dire, tiens, là, je sens ci, je sens ça dans mon corps. Et au bout d'une seconde, vous allez adapter votre réponse. Alors autant vous allez vous dire, oh là là, un serpent, j'ai peur, je pars. Mais autant vous allez vous dire, moi j'adore les reptiles, celui-là il est magnifique. Et en fin de compte, eh ben, c'est pas la clé de peur qui va s'activer, c'est la peur, c'est la clé d'excitation, de joie, et vous allez contempler le spécimen en quelque sorte.
Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que les émotions, elles sont difficiles à atténuer. Si, alors c'est précoce, ça veut dire quoi? Imaginez, vous avez été mordu par un enfant, pardon, vous avez été mordu par un serpent étant enfant. Voilà, tout ce qui s'est passé, on va dire, dans votre jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont, on va dire, des troubles. Si vous allez voir le psy quand vous êtes adulte, on vous dit souvent, bah, c'est parce que ça s'est passé dans la jeunesse. Voilà, vous avez justement votre amygdale, vous avez eu des scènes de peur, de violence, de machin, tout ça. Vous avez tout enregistré et après, bah, ça vous suit quand vous êtes adulte. Donc quand c'est précoce, c'est très difficile après à revenir dessus. Vous avez peur de parler en public parce que petit, il y a un truc qui vous a traumatisé. Et ben adulte, ça va être très compliqué. Le deuxième point, c'est proche d'un sujet sensible. Donc là, bah, imaginez, pour X ou Y raison, vous avez peur, je sais pas, des araignées. Et ben tout ce qui va se rapprocher de ce domaine va générer chez vous bah, une gêne, de la peur. Et là aussi, ça va être très compliqué. Moi, pour je ne sais quelle raison, j'ai peur du vide. Quand je vais faire des randonnées, toujours peur de m'approcher du bord. Tout de suite, dans ma tête, c'est ça va s'écrouler ou, ou j'ai quasiment, on va dire, les jambes qui flagellent en me disant, t'approches pas, c'est là où tu vas tomber, te casser la gueule et passer dans de l'autre côté du fossé, quoi. Donc, voilà, c'est des choses, ça se contrôle pas. Et pour terminer, apparu lors d'une forte charge émotionnelle. Donc là, c'est on va dire quelque chose qui est arrivé, alors peut-être récemment, ou voilà, mais un truc très très impactant, qui vous a du coup voilà, avec une forte charge émotionnelle. Voilà. Donc dans ces trois situations, très difficile de revenir dessus ou de travailler dessus. Voilà. Le pouvoir des émotions sur notre corps. Donc là, on est voilà, autour des demi-secondes. Et ben, il va y avoir plusieurs changements. Rythme cardiaque, pression artérielle, transpiration, voix, style d'expression. Voilà, faire des pauses, bégayer, des choses comme ça. Mouvement, tension musculaire, respiration, expression faciale, mouvement des yeux. Euh, Moi, l'analyse comportementale, je vous l'ai dit, je me suis formé chez Emotional Intelligence Academy. Il y a 27 critères. Ils ont identifié 27 points à analyser chez la personne que interroger en quelque sorte. Et ça, c'est réparti. Il y a 6 canaux. Il y a le visage, il y a le corps, il y a tout ce qui est psychophysiologique, justement, rythme cardiaque, pression artérielle. On va voir si la respiration augmente, s'il transpire, s'il devient rouge. Tout ce qui est corps, c'est tout ce qui est gestuel. Ça peut être de la tension musculaire, ça peut être tout ce qu'on appelle manipulatoire, se frotter. Voilà. Au contraire, quelqu'un qui était très expressif avec ses mains commence à lâcher les bras, donc des choses comme ça. Il y a le visage et les fameuses expressions de visage. Et il y a aussi toute la partie voix, style. Donc la voix, on va avoir la mélodie, tout ce qui change dans la voix. Le style, si on se met bah, justement une personne qui parlait de manière fluide, puis à un moment sur une question, on se met à bégayer, à faire des à faire du jargon. Alors là, après, faut regarder tout ça. Vous regardez les discours politiques. Il y a plein de trucs à voir justement sur leur manière de parler. Euh, S'ils sont très polis ou si après ils envoient péter. Enfin voilà, on peut voir des changements. Et après, il y a tout ce qu'on appelle aussi le discours. Ça, on le verra tout ça, on le voit à la fin, dans le dernier module, travail d'équipe. Bon, là, je lâche un peu sur l'analyse comportementale. C'est pas très en lien avec le travail d'équipe, mais je me suis dit, je vais vous lâcher des infos. Mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a des changements au niveau psychophysiologique. Euh, Mécanisme comportemental, donc ça dépend de notre héritage et apprentissage. Donc ça, c'est comment je réagis. Et ça, comment je réagis, bah, bien évidemment, ça va dépendre de votre histoire. Donc ça dépend de votre héritage et apprentissage. Ça se déclenche pour le coup de manière automatique. Je vous ai dit, quand il y a quelque chose qui se passe, votre amygdale, elle prend le relais. Elle prend le relais. Et elle coupe le préfrontal. Et voilà, ça se déclenche automatiquement. Et le problème, c'est que ça résiste au changement. Mais, quand même, ça peut être géré en reconnaissant l'impulsion. C'est-à-dire que, bah, imaginons que vous avez vu un serpent, que vous avez eu peur, vous avez fait 30 mètres, vous revenez, et voilà. En fait, il y a 3, 4 secondes, 10 secondes qui sont passées, et vous commencez un peu à relâcher la pression. Et en fait, l'amygdale qui avait pris le relais sur votre cortex préfrontal, elle envoie un signal au cortex préfrontal. Et votre cortex préfrontal, à ce moment-là, il se dit,
attends, je vais prendre le relais. Je vais prendre le relais. Et c'est vraiment un combat dans votre cerveau. Et là, vous vous dites non, attends, c'est bon, je suis parti, je peux me calmer, je vais revenir, c'était quand même plutôt intéressant, et je reviens. Donc ça veut dire que votre cortex préfrontal, il est alerté qu'il est pris par l'amygdale, je prends le relais, puis le préfrontal, il va dire non, non, on va pas faire des trucs archaïques, on va plutôt faire appel à l'intelligence. Voilà. Et donc je reviens, voilà. Donc tout ça pour dire que ça peut être géré en reconnaissant l'impulsion, c'est-à-dire que je suis parti à cause du serpent, je suis conscient que c'est lié au serpent, pas de problème, je peux revenir, je vais l'observer de loin, il n'est pas très rapide, etc. Ça, vous êtes dans une situation au boulot où il y a, je sais pas moi, une réunion où vous met en colère. Bon, bah, vous avez conscientisé que c'était le déclencheur. Là, le déclencheur, c'est quoi? C'est la réunion. C'est quand un tel, il prend la parole. Bon, bah, après de ça, qu'est-ce que j'en fais? Ça, après, c'est tout le domaine de l'intelligence émotionnelle. Euh, donc, reconnaître l'impulsion. Mais cela ne réussit pas à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire que si, on va le voir, si vous êtes fatigué, épuisé, bah, parfois c'est très compliqué que votre cortex préfrontal prenne le dessus sur l'amygdale en disant non, non, laisse, je prends le relais, ça demande un effort, et parfois cet effort, on l'a pas. Moi, je peux vous dire, j'ai des enfants, là j'ai 3 enfants en bas âge, les nuits sont très courtes, et du coup, bah, la journée, ça peut être très compliqué de gérer, voilà, d'avoir ce sentiment de zénitude où rien ne peut m'atteindre. Bah, des fois, c'est pas le cas, quoi. Voilà. Une autre vidéo pour terminer que j'aime bien. Je vais la tenter ici pour voir si ça passe, sinon je la mettrai sur YouTube. 2 minutes, c'est pas 120 secondes. Ah non. Si C'est c'est. 200 secondes, 2 minutes. Ah, c'est combien une minute? Une minute, c'est 60 secondes. Alors, si c'est 6. Eh ben, les comptes, 60 et 60, ça fait combien? ça fait 120. Eh ben alors, Donc, pour ça faire fait 2 minutes. 1 minute 20. Ça fait 1 minute 20. 120 secondes, ça fait 1 minute 20. 200 secondes, ça fait 2 minutes. Et alors? Les 60 secondes et 60 secondes, ça fait combien? Ça fait. Bon, ça fait 1 minute 20. Mais une minute, ça fait combien? Ça fait 60 secondes. Eh ben. Multiplie par 2, mais c'est toi qui compte, tu connais rien en calcul. Eh ben, Ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait 1 minute 20, ça fait pas 2 minutes. C'est moi qui a raison. Mais c'est 100 secondes, une minute. Bah oui, 100 secondes, tu convertis en minutes, ça fait 1 minute. D'accord. J'avais pas compris. 100 secondes, tu convertis, ça fait 2 minutes. Arrête d'être con un peu, merde. Voilà. Voilà. Ouais, j'aime bien cette vidéo parce que bah du coup là, bon, vous avez bien compris que la personne, elle était un petit peu perdue dans ses pensées et qu'elle disait un peu n'importe quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est alors, attends, je sais pas c'est que en fait sur l'expression affichée, voilà, là la personne, elle est, je sais plus si c'est là où elle est en colère. On voit qu'elle est en colère, elle a de la tension au niveau de la main. Il y a de la tension. Et par contre, au niveau du visage, ouais, on voit bien les sourcils un peu qui font le style Citroën. Et ça, c'est plutôt une expression qu'on va retrouver dans la tristesse. Donc en fait, quand il dit arrête d'être con, un peu merde, il y a plus une notion de compassion, en quelque sorte. Voilà, on n'est pas sur une colère où on va se faire agresser. On est sur une colère où le gars en face, il dit mais t'es con, tu comprends rien, mais je veux t'aider. Ouais, le gars, il a Voilà. l'air désemparé, en fait. Ouais. Et bien alors, alors, en plus, vous voyez, alors, on voit aussi, il devient tout rouge. Donc là, il y a aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la colère. Dans la voix, hein, mais arrête d'être con un peu, il va hausser la voix. Et même au début, si on le voit, il se repositionne sur les pieds. Il fait comme ça. Il se repositionne sur les pieds pour s'ancrer au sol. On sent déjà que la tension monte. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que l'émotion qu'on voit ici, c'est de la colère. Mais voilà, c'est pas de la colère agressive, en quelque sorte. Donc ça, Minute, c'est pas 120 secondes. ok. Maintenant, petit exercice pour vous. Je vais voir si vous êtes à même. Alors, je pense qu'il doit y avoir un texte. Ouais. Euh, quelles sont les 7 émotions aux expressions universelles? Donc, je vais vous en présenter, puis vous allez me dire. Ah non, si je dis pas de bêtises, vous allez me les dire. Est-ce que vous avez une idée? Je vous les ai cités, mais je vais voir si vous avez bien entendu. Les 7 émotions aux expressions universelles. Est-ce que vous pouvez me les Il y a citer? la, il y a la colère,
La Ouais, joie, tristesse, ouais, dégoût, ouais, peur ouais, ouais. et surprise et mépris. Super. Bien joué. C'est ça. Ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit comme émotion? Qu'est-ce que vous La direz? La surprise, surprise? Oui. Yes. Ouais, surprise. Surprise. Alors c'est dans l'empathie, le module empathie, je parle vraiment des muscles qui sont activés. Là, c'est juste voilà le test. Ici, c'est quoi? Le dégoût. Plus ouais, la peur, moi, je dirais. Je sais pas. Peur. C'est dur. ouais, peur, Dur. Ouais, peut-être. peur, je Ouais, dirais. peur. Ouais, peur. Ouais, c'est la peur. Ici, La colère? La colère. Ouais, ouais, colère. Yes, c'est ça. Ici, Le mépris? ouais, mépris. non, c'est le dégoût. Le Ok. dégoût. Ici, Là, c'est le mépris. ouais, c'est le mépris. C'est la seule expression unilatérale que d'un côté. Mépris. Ici, Tristesse? Tristesse. ouais, c'est l'émotion la plus reconnue, hein, la plus facile à reconnaître. Ici, La La joie. Joie. Ouais. ok, super. On a fait le tour. Ok. Donc maintenant, alors, vous avez bien joué. Donc les réponses, effectivement, c'était la joie, la colère, la surprise, mépris, dégoût, tristesse et peur. Ok, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc la surprise. Maintenant, je vais vous en parler un petit peu plus justement sur les émotions. Donc la surprise, ça se déclenche lorsque quelque chose d'inattendu apparaît. Et la surprise, c'est ce qui prépare le corps, donc qui se recule. C'est-à-dire que voilà, vous avez quelque chose qui arrive de soudain inattendu, qui rentre dans votre champ de vision. Et là, en fait, vous allez du coup ouvrir les yeux et la bouche. Et vous allez même vous pouvez avoir une aspiration. En fait, vous préparez le corps. Donc, les yeux grands ouverts, vous allez capter l'information et vous prenez une bouffée d'air en quelque sorte pour savoir qu'est-ce que je fais derrière. Parce que c'est une émotion de transition. La surprise, ça dure pas plus de 2 secondes. C'est une émotion de transition, c'est-à-dire que quelque chose de soudain arrive, vous êtes surpris, et après, vous ouvrez la porte, tiens, il y a je sais pas, une vieille connaissance, un ami d'enfance, super, vous êtes content. Je sais pas, on vous offre un cadeau, vous déballez, vous faites la surprise, et en fait, c'est un truc qui vous plaît pas, donc vous êtes déçu, ou des choses comme ça. Voilà. Et ça, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ça dure 2 secondes. Donc, les surprises qui durent plus de 2 secondes, c'est plus des surprises. C'est du jeu d'acteur, en quelque sorte. Donc, si vous regardez, je vous passerai des passages de la série Lie to Me, où justement il parle de ça, des 2 secondes, et il explique que si ça dure plus de 2 secondes, c'est du mensonge. Parce qu'effectivement, si vous faites plus de 2 secondes, c'est qu'à un moment, l'émotion est arrivée, on a passé la seconde, donc vous savez manager, et si ça dure 2, 3, 4 secondes, c'est que vous forcez l'émotion. Voilà, en quelque sorte. Donc c'est que il y a quelque chose à cacher, en quelque sorte. Voilà. Alors, la peur. La peur, ça se déclenche lorsqu'il y a une menace, donc une menace qui apparaît. Je vous parlais de l'homme de Cro-Magnon et du tigre à dents de sabre. Voilà, vous voyez le tigre. Voilà, il y a une menace qui apparaît, donc la peur, c'est ce qui prépare le corps à éviter ou à réduire la menace. Donc, en envoyant le sang dans les muscles profonds. Donc, généralement, quand on a peur, on fuit, on s'en va. Voilà. Et en envoyant le sang dans les muscles profonds. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous allez passer un entretien d'embauche, vous pouvez avoir peur, ou des nouveaux challenges peuvent générer de la peur, et ce qui n'a pas lieu d'être, parce que ce ne sont pas des menaces. Alors, c'est là où parfois il faut faire la différence entre la peur et le stress. La peur, c'est vraiment, il y a quelque chose de menaçant, où vous allez avoir peur. Le stress, euh, en termes hormonaux, on est sur des choses équivalentes. Mais le stress, il faut plutôt voir ça comme on n'est pas outillé pour. Voilà, c'est un peu nouveau pour nous. Euh, on vous dit, tiens, on vous nomme un nouveau poste avec des responsabilités ou un nouveau projet. Là, vous allez stresser parce que pour vous, c'est nouveau. Voilà, c'est pas de la peur. Par contre,
bah, vous allez avoir un peu voilà, sûrement froid aux mains, les mêmes sensations corporelles en quelque sorte. Mais voilà la petite différence entre peur et stress. Donc, et c'est ce que je vais expliquer, cela peut relâcher la vessie, nous figer sur place, provoquer une sensation de froid dans les bras. Donc ça, bah, si un jour vous passez des entretiens, bah, si vous voyez des personnes qui justement ont des chemises et qui commencent à détrousser les manches, pas à retrousser, mais voilà, et ben voilà, il y a ce froid-là, le sang a quitté les mains pour aller dans les muscles profonds, et du coup il y a ces fameuses sensations de froid, et également comme je vous disais, le tube digestif s'arrête, on n'a pas envie d'un couscous quand on a peur, donc voilà, sensation de soif. Voilà, diffère du stress qui n'est pas déclenché par un danger. Et la peur, ça peut faire place à la colère si on doit faire face justement à cette menace. Vous êtes suivi par, je sais pas, dans une rue, vous êtes rentré dans un cul-de-sac, bah là, la peur va prendre le dessus, vous n'allez pas avoir peur, vous allez vous défendre. Et d'ailleurs, ça, il y a un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Alors j'ai perdu le nom de l'auteur, Zhang Tzu, quelque chose comme ça. Et ce bouquin, il est lu par on va dire, les grands dirigeants. C'était, alors je sais plus, c'était en Chine, il y a des millénaires, et c'était en fait je pense un général qui avait compris et mis toutes les stratégies de comment gagner une guerre à l'époque. Et il parle du doute. Et le doute, c'est, c'est très efficace, on va dire, pour perdre une guerre. En fait, il encerclait un village et il disait, quand j'encercle ce village, je laisse toujours une porte de sortie. Parce qu'il disait, si ce village il est encerclé et que je fais rentrer mes soldats, il dit, les villageois vont partir, mais s'ils sont coincés, il expliquait que les villageois en colère valaient 10 de ses soldats. Ils vont se défendre, et au prix de leur vie. Donc ils vont y aller. Il dit, par contre, si je laisse une porte de sortie, il dit, ben, le villageois, il sait pas s'il doit partir ou s'il doit rester, je lui mets le doute. Et là, il vaut rien. Il est fatal, et il écrasait un peu les gens comme ça. Donc ça, c'est dans l'art de la guerre. Donc, donc voilà, pour la petite anecdote sur le doute. La colère. Donc la colère, ça a une notion d'obstacle. Vous voulez aller pisser, on vous dit non, ou la porte est fermée à clé, bah ça va vous énerver. Voilà, vous voulez, je sais pas, aller quelque part, on vous dit non, vous êtes puni. Voilà, bah ça c'est un obstacle. Alors physique, ou ça peut être aussi en termes de morale, en quelque sorte, en termes de valeur. Voilà, il y a cette notion, en fait, on coupe. Donc, lorsqu'un obstacle apparaît, la colère prépare notre corps à l'action. Alors, c'est pas forcément ce que je disais, hein. L'homme de Cro-Magnon, il a un tronc d'arbre, il le prend, il l'enlève. Et en envoyant le sang donc, dans les bras, voilà, on est dans l'action, une sensation de chaleur se fait ressentir, cocotte minute. Donc là, c'est plus dans des notions intenses. Et d'ailleurs, je vous parlerai d'un site plus tard qui s'appelle l'Atlas des émotions, où en fait, quand on pense joie, peur, colère, tristesse, faut pas oublier qu'il y a des intensités. Voilà. Et la colère, en fait, si on prend l'intensité maximum, c'est la rage, la furie. Et si on prend l'intensité la plus légère, c'est l'ennui. L'ennui. L'ennui, ça fait partie de la colère. Pourquoi? Bah, imaginez que vous êtes en cours, le cours vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'être là, vous avez envie d'être ailleurs. Bah, vous êtes un peu contraint de rester là, donc ça vous saoule. Mais voilà, on est déjà dans les prémices de l'obstacle, de ce qui vous embête. Donc nos actions sont Alors, la colère, ça c'est un sujet, c'est un des plus importants parce que je vous parlais de l'amygdale et souvent, bah, ce qui se passe un peu, ce qui nous pourrit la vie en quelque sorte, c'est la colère. Nos actions, elles sont souvent regrettables après la colère et nous plongent dans une période réfractaire. Alors la période réfractaire, c'est quoi? C'est un biais cognitif où l'on entend seulement les propos qui valident notre émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous disputez avec votre copain ou votre copine, et ben là vous mettez les œillères, c'est-à-dire que il y a en face il peut avoir de bons arguments, vous n'allez pas les entendre. Et lui, s'il est en colère, vous avez beau lui dire des arguments, il ne voudra pas les entendre. Ça, c'est la période réfractaire. C'est vraiment, vous voyez le cheval, et on lui met les œillères là au niveau des yeux. Et il ne voit, en fait, pendant la période réfractaire, en fait, on ne valide que notre croyance. On ne valide que notre croyance. C'est-à-dire, moi, je crois ça, l'autre, il me donne tous les arguments pour me dire que j'ai tort, et l'autre, par contre, il valide ma croyance. Ah, bah ouais, tu vois, lui, il dit comme moi, il a raison, tu vois. Voilà, ça, c'est la période réfractaire.
Et l'intelligence émotionnelle, justement, ce qu'elle essaye de faire, c'est de casser cette peur réfractaire parce que c'est un biais cognitif. Voilà, un biais cognitif. On n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. C'est pour ça que moi, généralement, bah, s'il y a une dispute, voilà, comme tout le monde dans des couples, eh ben moi je coupe. Voilà. Ou vous savez quand des fois, bah, il y a la personne qui vient dire, ouais, j'ai un truc à te dire, bah c'est pas le moment. J'ai pas envie de t'écouter. Tu coupes. Pourquoi? Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est de dire, euh, on sait que un des stimulus, alors il y a un obstacle, mais on sait que la colère aussi génère de la colère. On vient, on vous insulte, bah vous avez peut-être la possibilité de pas vous laisser faire. Et du coup, la colère engendre de la colère. Et ben quelqu'un qui vient vous voir en colère, vous coupez, vous dites c'est pas le moment. Hop, et vous partez. Parce que vous avez identifié le stimulus, vous savez que ce stimulus peut vous saouler, peut vous énerver, du coup vous coupez. Et ça, c'est d'un point de vue intelligent, c'est très bien. Et c'est ce qu'on va faire dans ces notions d'intelligence émotionnelle, c'est d'aller identifier la source. Comme on sait qu'une émotion, ça arrive très vite, si vous êtes à même de conscientiser que là, vous êtes en colère, vous allez vous dire, ah, attends, là, je suis en colère, je suis conscient d'être en colère. Il y a un truc qui s'est passé il y a quelques secondes, juste avant. Qu'est-ce que c'était? Ah, j'ai identifié ça. Ok, et ben vous allez pouvoir agir dessus. Et ben ça, je sais que ça me met en colère. Et ben hop, je vais l'éviter. Voilà, je vais faire quelque chose pour l'ignorer. Voilà, typiquement, vous vous êtes séparés, vous avez les mails, les SMS de l'ex. Bah, vous savez qu'à chaque fois, ça vous met dans un état pas possible. Bah, vous savez qu'à chaque fois, maintenant, vous êtes dans un état. J'ai identifié l'état. Je sais que c'est à chaque fois que je reçois le SMS de l'ex. Et ben je coupe. Hop. Et comme ça, bah, vous faites le tri et ça vous met plus dans cet état désagréable. Voilà. Le dégoût. Alors le dégoût, c'est lorsque il y a quelque chose d'offensant. Ça peut être physique ou moral. Alors souvent, le dégoût, on parle des 5 sens. Au toucher, quelque chose peut vous dégoûter, à l'odeur, au goût, à la vue. Et au niveau moral, ça peut être justement tous des actes de torture, euh, pédophilie, voilà, Hitler et tout ça. Enfin voilà, voilà. C'est pas seulement que l'aspect physique, il y a aussi un aspect moral au dégoût. Et en fait, pourquoi l'expression c'est que c'est le dégoût? En fait, c'est tout simplement que les lèvres supérieures vont essayer de venir en fait boucher le nez. Voilà, et c'est pour ça il y a ce plissement au niveau du nez et en fait un peu le beurre quoi. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc le dégoût, ça prépare notre corps au rejet, au rejet. Donc c'est-à-dire qu'on peut tourner la tête et ça va même jusqu'au vomissement, hein. Voilà. Et ça concerne nos sens, c'est ça, vue, odorat, etc., mais également nos valeurs morales, comme par exemple la torture. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est un inhibiteur du dégoût. Donc ça, c'est bien. Par exemple, comme changer la couche du bébé ou avoir, voilà, ou avoir des rapports intimes. Voilà, on pourrait imaginer scientifiquement un échange de salive, c'est assez dégueulasse. Je sais pas, des bactéries, des machins. Et voilà, quand on aime, on fait des pratiques sexuelles. Voilà, on se soucie pas trop du dégoût, quoi. Et échanger les couches de bébé, bah voilà, l'odeur est vraiment désagréable. Mais l'amour, on sait que c'est un inhibiteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce fameux John Gottman qui a fait des études sur le dégoût. Et qu'en fait, si vous êtes dégoûté, si votre partenaire vous dégoûte, eh ben la relation se termine dans les 3 ans. Il a fait une corrélation là-dessus. Ouais. Alors, attends, si je réfléchis, euh, j'avais des études sur le dégoût et je crois ce qui dégoûtait le plus, alors ce qui était le plus dégoûtant de tous les dégoûts, c'était en fait réingurgiter des choses qui sont sorties de notre corps. Je crois que c'était genre manger du vomi ou du caca. Ça, c'était le truc le plus dégoût et le plus écœurant dans les études. Et je me souviens, pour les Japonais, c'était critiqué. Donc en bon français, ouais, on est un peu perdant là-dessus, mais les Japonais, voilà, trouvaient un peu dégoûtant les gens qui critiquent. Et il me semblait que pour les Américains, il y avait tout ce qui était lié au racisme, des choses comme ça, voilà, voilà, dans les études. Alors si je vous parle de ça, c'était des études que j'ai vues en 2019. Le mépris. Alors le mépris, c'est juste un mouvement unilatéral, et puis c'est voilà, on prend de haut. On prend de haut et donc c'est lorsqu'on se sent supérieur. Voilà. Donc le mépris apparaît. Donc le dégoût, voilà, on est plutôt révulsé. C'est ah voilà, on s'éloigne. Le mépris,
c'est on est un peu satisfait d'être au-dessus du lot. Voilà. C'est une sensation qui, pour le coup, est agréable. Là-dessus, voilà, si vous rencontrez des gens voilà, qui vous méprisent, on va vers le pervers narcissique ou des choses comme ça. Voilà, on va vraiment sur la personne hautaine, fière d'elle, un peu trop. Voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des expressions qui sont culturelles, comme chipper. Chipper, c'est les Africains, ils font, alors j'essaie de le faire, mais voilà, ça. Ça, c'est du mépris, mais culturel. C'est pas une expression universelle. Ou alors rouler les yeux. Rouler les yeux, c'est voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui roule les yeux en l'air comme ça, voilà, c'est du mépris. C'est genre tu me saoules avec tes propos, des choses comme ça. Alors le mépris, en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez le mâle alpha, chez les chimpanzés, pour asseoir sa supériorité. Voilà. Il y a deux mâles dominants. Et ben le mâle dominant, le mâle alpha du groupe, c'est celui qui annonce le mépris, voilà, pour calmer tout de suite les ardeurs des autres mâles. Voilà. Et pour le coup, voilà, ce qui n'a pas lieu d'être chez les êtres humains. Et là aussi, John Gottman, il intervient. Et si une personne, si vous méprisez votre partenaire, ou si votre partenaire vous méprise, c'est genre un peu, t'es bête, t'es nul, voilà. C'est un peu ça au quotidien. Et ben la relation se termine dans les 3 ans. Voilà, des études là-dessus corrélées. Concernant la tristesse. Alors la tristesse, lorsqu'un lien est coupé, alors c'est lorsqu'un lien est coupé, donc physique ou moral, la tristesse apparaît. Vous avez perdu, alors ça peut être voilà un être cher ou vos clés de voiture, je sais pas, ou votre voiture, ou votre montre. Voilà, quelque chose pour lequel vous y teniez beaucoup. Alors physique ou moral, on vous empêche d'aller à une soirée aussi. Vous étiez projeté à aller à une soirée, on vous dit non, bon bah ça vous met en colère parce qu'il y a ce fameux atteinte d'objectif là, on vous a mis une barrière, un obstacle sur cet objectif, et puis ça vous attriste parce que vous dites ah bah j'ai tous mes amis là-bas, voilà, il n'y a pas ce lien social qui s'installe. Donc voilà. Donc la tristesse, c'est couper un lien. C'est pour le coup une sensation désagréable, voilà, qui permet au corps de relâcher la pression. Voilà. Relâcher la pression. Alors la tristesse, vous faites un semi-marathon ou un marathon, vous allez à l'arrivée, bah, vous allez vouloir relâcher la pression et vous allez pouvoir afficher de la tristesse. Il y a une étude qui était faite où on prenait les larmes de quelqu'un qui était triste et des larmes suite à un oignon qui vous a fait pleurer. Et ils se sont rendu compte que dans les larmes de tristesse, il y avait des hormones de stress. Voilà. Donc quand on pleure, on évacue les hormones de stress. C'est vraiment bien. Et pleurer, d'ailleurs, voilà, pleurer fait du bien. Et je trouve qu'on vit même dans un monde où on pleure pas assez, justement, parce que ça permet vraiment de soulager un peu la conscience. Voilà. Lorsqu'on est triste, on veut soit s'isoler, alors soit demander de l'aide. Et ça, si vous êtes calé pour détecter la tristesse, ça va être surtout une notion d'intensité. S'isoler, c'est plutôt quand la tristesse est légère. Voilà. À la voix où vraiment la tristesse n'est pas beaucoup affichée. Par contre, une tristesse qui vraiment s'affiche, vous allez avoir ce Citroën qui s'affiche sur le visage et ça fait vraiment un claquement. Tac, ça vient, ça repart. Et là, quand c'est vraiment intense, c'est surtout un appel à l'aide. Voilà. Quand c'est léger, s'isoler, vous arrivez au boulot, vous dites tiens, salut, ça va, et puis votre collègue vous dit un petit ça va, ça va. Voilà. Vous le connaissez, vous savez que c'est pas un ça va avec la même intensité que d'habitude. Voilà. Mais c'est un ça va du coup plus petit, c'est pas un ça va. Alors, ça peut être un ça va, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux en parler? Mais ça peut être aussi un ça va, voilà, fous-moi la paix, voilà, j'ai pas envie d'en parler, c'est un truc, ça va passer, etc. Voilà. Donc selon voilà l'intensité, le petit ça va, c'est j'ai pas envie d'en parler, ça va passer, c'est tranquille. Par contre, voilà, la tristesse vraiment forte, je pleure, tout ça, là c'est vraiment à l'aide, j'ai besoin d'être aidé. Voilà. Et terminons par la joie. Donc la joie, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui nous fait plaisir. Et ça peut être en lien avec nos valeurs. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas, il est vegan, vous aussi, valeur super, bah ça vous met en joie. Voilà. Voilà. Donc c'est une émotion qui pour le coup est agréable et aux multiples intensités. Paul Ekman, il a identifié 16 intensités différentes. Donc je vous en ai cité quelques-uns. La plénitude fait partie de la joie, l'excitation, la duperie, l'apaisement, le bonheur. Vous voyez, vous avez
Vous avez des joies qui sont plutôt, on va dire, plates, bonheur, plénitude, ou alors avoir des joies qui sont très intenses, excitation, extase, voilà, des choses comme ça. Voilà. Par ailleurs, je vois parce que j'ai mis la Dupri. Je vois que j'ai assis. Voilà, ici. Alors, la joie nous motive à répéter les choses bonnes pour nous et permet également de décourager des événements sous tension. Elle peut toutefois être utilisée pour provoquer, jubiler et peut nous faire oublier des risques. Alors, jubiler, ça c'est intéressant. Je vous parlais de vocabulaire. En anglais, il me semble, je crois qu'ils n'ont pas de terme parce que, alors moi, quand j'ai fait ma formation, alors c'est un français, mais c'est d'une école anglaise, ils parlaient de Schadenfreude. Et Schadenfreude, en fait, c'est le terme allemand pour jubiler. Pour en gros prendre plaisir à voir souffrir l'autre en quelque sorte. Ce que nous en France pourrait traduire par jubiler. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'entends aussi parler de émotions positives ou négatives. Et là-dessus, il faut faire attention. Alors, dans le domaine scientifique, ça se dit. Mais il faut comprendre que quand vous discutez avec des gens, quand je pose la question, alors je vous pose la question. Est-ce que pour vous, c'est cohérent si je vous demande une émotion, est-ce que vous pouvez me citer une émotion positive et une émotion négative? Bah, la joie, ce serait une émotion positive. Ouais, La colère, une émotion négative. ok, ok. Eh ben, si on part là-dessus, euh, qu'est-ce que vous, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière positif et qu'est-ce qu'on met négatif? Paul Ekman, lui, dit attention, il vaut mieux parler d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Le mépris, la joie, agréable. Le dégoût, la peur, la tristesse, la colère, désagréable. Et pourquoi pas négatif? Parce que euh, des fois, je vois, c'est sur des forums, il y a des gens qui disent oui, alors faut accueillir ses émotions avec bienveillance, il faut de la joie et tout ça. Sauf que regardez, jubilé. Jubilé, euh, bah, typiquement là, je sais pas s'il y en a voilà, tu prends un match de foot, et bah, tu as ton équipe préférée qui se prend 4-0 par l'équipe adverse, et tu as l'attaquant qui vient de voir, toi tu es dans les tribunes, qui vient de voir en me disant exploser sa joie. Bah là, pour le coup, toi, ça peut te mettre en colère. Tu te dis, ah, mais attends, le gars, il a aucune humilité, il vient se foutre de notre gueule en quelque sorte. Dans le boulot, vous êtes deux, je sais pas, vous êtes deux à postuler à un poste de responsable, et tu sais que c'est soit toi, soit ton collègue qui va te diriger. On te dit, ben, c'est toi qui es pris. Bah, tu vas pas aller voir l'autre en disant, ouais, j'ai gagné, je suis content, danser sur la table. Tu vas pas faire ça. Tu vas garder un peu d'humilité, parce que tu vas dire, bah, ma collègue, je savais qu'elle voulait ce poste, elle l'a pas eu. Je vais quand même la regarder, voir comment elle prend la chose. Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle me dit, bah, je suis fier pour toi, etc. Donc voilà, il y a une certaine contenance. Donc, exprimer des émotions positives n'est pas forcément bien. Tout dépend du contexte. La colère, c'est négatif. Bah, la colère, ça peut sauver ta vie. Voilà, tu te fais agresser, bah, la colère, elle est là pour te sauver la vie. La peur aussi. Donc c'est pour ça que cette notion d'agréable et désagréable, je trouve qu'elle est plus importante que cette notion d'émotion positive ou négative, parce qu'une émotion négative, en fait, toutes les émotions, elles sont bonnes. Elles sont toutes bonnes. Donc pour moi, elles sont pas négatives. Il n'y a aucune émotion n'est négative. Ce qui est négatif, c'est le contexte. Si votre patron vous fait une remarque, vous lui mettez votre poing sur la gueule, bah, c'est pas adapté. Peut-être que la colère était justifiée. Par contre, si c'était un agresseur, bah là, ouais. D'ailleurs, souvent, je prends cette anecdote. Euh, Récemment, là, j'ai vu un mec, bah, il y avait une nana, il lui a mis les doigts dans les yeux, ça le faisait rire. Moi, j'ai vu ça, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Enfin, et voilà, tu te dis, mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous voyez un mec qui met les doigts dans les yeux de la nana, qui répète, et ça fait pleurer la nana, et lui, ça le fait marrer. Tu te dis, mais on va lui en mettre une sur la gueule, tu vois. Voilà. Sauf que le contexte, là, je vous raconte une histoire, mais en fait, c'est mes enfants. C'est mon petit de 2 ans et ma petite d'1 an. Donc là, du coup, bah, ouais, il y a le contexte. On va pas aller lui mettre sur la gueule au petit. Voilà, on va juste les séparer, lui dire c'est pas bien, etc. Mais on ferait pas ça avec un adulte. On va pas aller le voir et dire oh c'est pas gentil ce que tu fais. Donc le contexte, c'est vraiment le plus important. Et parce que
j'ai un compte Instagram où justement, il y avait des personnes qui parlaient d'accueillir avec bienveillance. Je leur disais, accueillir une émotion avec bienveillance, non, c'est pas forcément, quoi. Selon ce qui est important, c'est le contexte. Et des fois, on nous dit qu'il faut accueillir ses émotions pour les exprimer, faut pas mettre un couvercle dessus. Des fois, si. Des fois, si. Euh, Comme je vous disais, que votre collègue, bah, vous êtes content, c'est vous qui avez le poste, bah, vous mettez un couvercle, vous fêterez ça un peu plus tard. Voilà. Alors, ce qui est dangereux, c'est de mettre un couvercle sur les émotions et de le laisser. Ça, après, ça revient. Si vous êtes en colère ou si vous êtes triste, et ça, notamment la tristesse, voilà, je vous ai dit, une émotion, il y a un stimulus qui arrive quelques secondes avant, ça déclenche l'émotion. Sauf que une émotion qui dure, on va le voir juste après, je crois. Ça devient un sentiment, puis une humeur, puis un trait, une personnalité, voilà. Et après, c'est ancré. Et le problème, c'est que une tristesse qui dure, bah, ça vous donne dans un état dépressif. Typiquement, bah, on peut parler du burn-out. Là, vous faites un burn-out, c'est qu'il y a des choses qui vont pas depuis longtemps. Et le problème, c'est que là, eh ben, on s'est tellement éloigné de la source que du coup, on n'identifie plus la source et on peut être à même d'être dépressif et plus savoir pourquoi. Voilà. D'où la notion de l'intelligence émotionnelle et d'être conscient à tout moment de ce qui se passe en nous. C'est OK pour vous? Ouais, c'est OK. Ouais, ça va. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que je parle trop? Est-ce que ça manque d'interaction? Ça va. Non, ça va. Pour moi, ça va. Ouais, ça va aussi. Ouais, pour moi, ça va aussi. Ça va aussi. OK. Bon, super. OK. Donc ici, je vous ai mis un petit récap. Voilà, donc colère, donc c'est tout ce qui est obstruction à un but. Vous voyez, il y a l'injustice aussi, des normes. Voilà, on respecte pas, voilà, on fait pas comme vous avez dit. Fonction, l'objectif de la colère, supprimer l'obstacle. Voilà. La peur, donc tout ce qui va être une menace pour notre bien-être, éviter ou réduire. Voilà, soit on s'en va, soit on s'éloigne, etc. La tristesse, tout ce qui est perte d'un lien, on a coupé un lien. Soit appel à l'aide, soit un moment de récupération, un temps pour soi. La joie, ça peut être atteinte d'objectifs, une réussite, ou tout ce qui est en lien avec vos valeurs. Et l'objectif de la joie, c'est motivation. Tout ce qui est aspect social, le partage. Voilà, la joie, on la partage. Le mépris, ah oui, ça va être tout ce qui est en domaine de l'action immorale. Genre, ah bah lui, c'est un crétin, il est nul, il comprend rien à ce qu'il fait. Voilà, là, il y a du mépris. Et c'est pour asseoir sa supériorité. Alors, pas que. Pas que, parce que je me rends compte des fois en discutant avec des gens. J'ai ce souvenir, j'avais discuté j'étais allé à un petit séminaire gratuit sur les neurosciences. Et la nana, quand elle parlait des neurosciences, elle affichait du mépris. Et en fait, c'était parce que c'était de la fierté, elle était fière elle trouvait ça chouette. Elle disait, ah ouais, ce que je fais, c'est génial et tout ça, elle affichait du mépris. Et peut-être moi-même, voilà, en parlant de Paul Ekman et tout ça, je pourrais afficher de la fierté. Et donc, du coup, ça pourrait être dans ce sentiment de ouais, je suis un peu au-dessus, ce que j'enseigne, c'est super, quoi. Voilà. Le dégoût, quelque chose d'offensant et contaminant aussi. Ouais. Voilà, un truc en putréfaction, hein, voilà, un truc dégueulasse. L'objectif, c'est on s'éloigne, voilà, on part. Et la surprise, bon, bah, quelque chose de soudain, l'effet waouh, waouh, c'est génial, un truc grandiose, un feu d'artifice, un 14 juillet. Voilà. Et ça prépare le corps voilà, c'est une émotion de transition. Ok. Sentiment, humeur, trait et trouble. Donc, en gros, quelle est la différence? Donc, un sentiment, c'est une prise de conscience d'une émotion. C'est-à-dire que, voilà, quand on parle d'émotion, il faut vraiment se dire c'est l'étincelle. C'est l'étincelle. Et une fois qu'on a pris conscience de l'étincelle, en fait, ça devient un sentiment, parce que sentiment, c'est ce qu'on a là à droite, hein, c'est le feeling. En fait, c'est plus un aspect corporel, physiologique. On est du domaine de la sensation. C'est-à-dire qu'un sentiment, avoir faim, être fatigué, est un sentiment. C'est pas une émotion. Par contre, l'émotion de colère, bah, vous allez conscientiser la colère parce que vous allez conscientiser que vous avez le cœur qui bat, que vous avez la tête qui chauffe, que voilà, qu'il se passe quelque chose, donc ça devient un sentiment. Voilà, le sentiment, donc ça va commencer, vous en avez pris conscience, ça peut durer quelques minutes. Alors du coup,
ça retombe moins intense et on connaît pas forcément le déclencheur, contrairement à l'émotion. L'émotion, on connaît le déclencheur. Ensuite, quand ce sentiment il s'installe, je sais pas, la demi-journée, la journée ou quelques jours, eh ben, c'est un peu une humeur. En ce moment, faut pas venir vous parler, c'est pas le moment. Voilà. Parce que bah, ce qui vous a mis en colère, c'est encore là. Voilà. Et l'humeur, c'est une disposition à ressentir certaines émotions. Vous avez mis les œillères, en quelque sorte. Voilà. C'est votre période réfractaire qui dure. Voilà. Voilà. Période réfractaire, bah, imaginez, vous rentrez le soir du boulot, il y a des Legos partout, c'est le bazar. Vous avez les enfants qui jouent partout, de la peinture partout. Bah, si vous avez passé une belle journée, vous allez dire, ah, il y a de la vie dans cette maison, c'est super. Par contre, si vous avez passé une journée absolument désastreuse et désagréable, bah, vous allez rentrer, vous allez voir le bordel, vous allez dire, ah, qu'est-ce que c'est ça? Et voilà. Voilà. Donc là, vous allez rentrer dans votre humeur et du coup, ben, vous rentrez dans une sorte de disposition où n'importe quoi va vous mettre en colère. Voilà. Vous allez rentrer, ah bah ça c'est pas rangé, puis ça c'est pas fait, voilà. Il y a tout qui va vous mettre en colère. Donc c'est une disposition. Ensuite, alors là c'est, on va dire que l'humeur elle est installée, ça fait partie de vous, c'est votre personnalité, c'est un trait de personnalité. Donc là pour le coup c'est une prédisposition, c'est vous êtes déjà programmé à rentrer en colère. Voilà. Donc ça, on va dire que vous êtes quelqu'un de colérique par exemple, et vous êtes prédisposé à ressentir certaines émotions. Et enfin pour terminer, ou là si c'est on va dire dans l'extrême, là c'est pour le coup pathologique, donc c'est un trouble, c'est le côté destructeur de l'émotion. Donc cela peut être un état émotionnel qui est bloqué. Donc là pour le coup, ben moi par exemple, je sais qu'avec des enfants en bas âge, je dors pas beaucoup, et pour le coup, bah, c'est très difficile depuis là, pour le coup ça fait 2 ans que je dors pas beaucoup, et ben je peux rentrer dans des périodes du coup qui sont de fatigue, du coup de colère. Et du coup, le moindre truc chaque jour peut m'énerver. Ouais. C'est, on peut travailler là-dessus, mais comme c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est comme vous allez au boulot et vous faites un travail qui vous plaît pas, bah, vous allez y aller au quotidien. Donc au début, bah, ça vous plaît pas, vous le faites pour faire plaisir. Puis en fin de compte, bah, tiens, je vais vous donner une anecdote. Bah, moi, j'ai été embauché, je devais qualifier un bâtiment. Le laboratoire Vivacity, j'ai qualifié leur bâtiment de construction, j'ai qualifié les salles blanches, j'ai qualifié les machines à l'intérieur. Donc j'ai dit ok, c'est bien, ça fait partie de la qualif valide, c'est bien. Et à la fin, on m'a dit bon, Morgane, tu as qualifié le bâtiment, tu vas faire la maintenance. Moi, j'avais dit ok, mais c'est pas mon truc. Moi, je voudrais plus à l'époque, je voulais faire du Lean Six Sigma, voilà, Black Belt et tout ça, quoi. Et j'ai dit ok. Et puis, bah, bien évidemment, on m'avait dit on en reparle à la fin de ton, je sais plus, j'étais en CDD, on en parle à la fin de ton contrat. Tu vois. Et puis à la fin de mon contrat, on m'avait dit bah, j'avais dit bah non, je vais plus faire ça. On m'a dit si t'es pas content, tu te barres, quoi. Voilà, donc vous voyez, donc là, vous avez l'humeur, au début, vous faites plaisir, puis après, ça devient un trait, en fin de compte. À la fin, vous allez aller au boulot en disant, ben non, moi, j'ai pas signé pour ça, c'est pas ce qu'on m'avait promis, c'est pas ce que je veux faire. Donc là, vous rentrez vraiment dans une prédisposition où à chaque fois qu'on va vous dire, bah, Morgane, faut faire la maintenance, bah, ouais, vous allez un peu vous rebeller. Et pour le coup, bah, à force de, ça dure, ça devient un trouble. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut plus rien vous voir, et puis on va vous juger colérique, etc., parce que vous êtes bloqué dans cet état. Alors là, c'était un petit exercice où justement, je vais vous demander qu'est-ce qu'on met dans humeur, trait et trouble. Alors hop, je vais juste repasser comme ça. Voilà, hop. Donc à votre avis, vous avez ici les émotions. Et je vous demande ici, alors regardez les termes qui sont à droite et il faut les placer au bon endroit. Donc on peut commencer par, je sais pas, des choses simples. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vous parlent plus que d'autres? Ou c'est un peu, ou c'est compliqué pour vous de démarrer? Tu vois, je prends inquiet. Ok. Inquiet. Est-ce qu'on met dans colère, peur, tristesse, joie, mépris, dégoût? Ah, peur. Ouais, Ouais, peur, je ça dirais. serait dans peur. Après, voilà. Est-ce que, euh, est-ce que une personne, enfin, est-ce qu'on pourrait dire que la personne, elle est inquiète? Est-ce que c'est un trait de caractère? Voilà, est-ce que c'est Une plutôt une humeur. humeur? Juste Ouais, une. voilà, une humeur, voilà, je sais pas, vous avez des amis qui sont partis en soirée,
il est 1 heure du matin, c'est passé, bah voilà, vous êtes inquiet. Donc là, c'est la peur qui commence un petit peu à s'installer. Ok. Qu'est-ce Ouais, vous voyez d'autres? Hostile, colère. Alors, hostile, tac, tac, tac. Ouais, il est là. Alors, hostile, est-ce qu'on est d'humeur hostile? Est-ce qu'on a une personne hostile? Plus un trait, ouais. Plus Ouais, Ou un. un c'est une... trait? Ouais. Allez, on peut mettre là. Ok. Bah, tout ce qui est, par exemple, je sais pas moi, anorexie, Ouais, ça peut être de la tristesse et un trouble. on peut le mettre ici. Ok. Bah, Ok, ça dépression, ça marche. va être trouble, tristesse. Ouais, moi je mets les deux alors. Effectivement, il y en a un des deux qui est bon. Justement, la tristesse qui dure, à un moment, voilà, le trouble, c'est qu'on tombe dans la dépression. Ouais, ou alors Anorexie, c'est pas l'anorexie, on plus peut mettre en dégoût. dégoût. Ouais, ouais, c'est dégoût. Ouais. C'est dégoût, ouais. En fait, Et c'est le rejet. Hostile, c'est pas plus humeur et irritable. On le met en trait, non? Alors, irritable, il est où? Alors non, l'irritable, c'est l'humeur. Il est d'humeur irritable. Ok. Aujourd'hui, voilà, faut pas aller le voir. Il n'est pas d'humeur, irritable. Ouais, Narcissique, je mettrais trouble et mépris. ouais, Mm. bien. C'est ça, c'est Timide. ça, effectivement. Très... Phobique, phobique, c'est peur, le trouble de la peur. Peur et trouble. Phobique, alors attends, phobique, il est où? Hop, la peur. Ouais, super. Et timide, Ensuite, très, du coup. timide. Très peur. Yes, super. Impulsivité chronique, ça va être dans trouble pour la colère. Ouais, c'est ça. Voilà, justement, là, ça devient incontrôlable et on ne sait pas en fait quand ça arrive, on prend des crises, des colères. C'est ça. La mélancolie dans la tristesse, c'est un trait. Ouais, quelqu'un de mélancolique. Ouais. Et du coup, Mossad, ça serait l'humeur. Ouais. Alors, ouais, ouais. Aujourd'hui, ça va pas. Il est d'humeur maussade. Ok. Trouble de la personnalité en joie. Une manie. Un truc de genre, non? Ah, Euh, ouais. Alors non, le trouble de la joie, c'est pas celui-là. bah, goût du Content, risque. content Cynique. pour l'humeur de la joie. Ouais. Yes. Bah, Ah, optimiste, ça irait avec la joie, non? Aussi. ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu le contraire. Arrogant avec le mépris. Arrogant avec mes... Vas-y, Amine, Ouais. pardon. Non, vas-y, vas-y. Quelqu'un d'arrogant, ouais. Ouais, c'est bien. Quelqu'un de cynique. Ah, Alors c'est l'humeur. Ouais, c'est dans l'humeur. Ah, Il est d'humeur cynique. Après, j'avoue que quelqu'un de cynique ou d'arrogant, bon, je trouve qu'au niveau vocabulaire, on est assez proche. Ok. Est-ce que narcissique, ça pourrait. Ah non, non. J'hésite à le mettre en joie, mais. Je- Ouais, Je le parce que mettrai en là, joie et. Ouais, je sais pas. là où je te rejoins, c'est qu'ici, on est dans les deux émotions agréables. Ouais. C'est-à-dire qu'un Mais goût un du risque, narcissique, non? ou Dans la ça, goût joie. du risque? Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Ok. ouais, c'est la manie. Hmm. Ouais. Et comment tu sais ça? La manie, c'est Euh, ça. ouais, parce que je suis pharmacien. Donc, non. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est parce que ouais. C'est effectivement un l'optimiste, c'est un go, c'est le goût du risque, ouais. Ça peut être un trouble, ouais. Et, euh, Bah, après, et narcissique, hein, c'est prendre du plaisir. Alors, c'est agréable, c'est prendre du plaisir, mais à voir l'autre souffrir, en quelque sorte. Hmm. Donc, effectivement, c'est une sensation agréable, donc tu prends du plaisir, donc plaisir, joie, mais, euh, mais ouais, c'est dans mépris. Ouais, après dédaigneux, on est aussi sur du mépris, non? ouais, alors c'est dégoût. D'accord, ok. Pourquoi pas. C'est dégoût. Alors, attendez, je pense, alors, trouble de la personnalité. Ouais, attendez, alors, je vais, je vais éclairer la pièce où je suis. Hop, et je vais prendre mon petit calepin pour vérifier ce que trouble de la personnalité. Alors,
Narcissique, personnalité, disorder. Mépris. Trouble de la, ouais, trouble de la, alors, trouble de la personnalité, c'était mépris. Ah ouais. Ouais, alors, attends, j'ai mon petit calepin. Alors, ouais, en fait, arrogant, c'est dans le dégoût. Ouais, c'est ça, c'est là, en fait. Hop, Mhm. narcissique et trouble de la personnalité. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, mépris, dégoût, même arrogant ou dédaigneux dans le mépris. Ouais, je suis assez OK. Après, c'est comme ça qu'ils sont traduits dans c'est ce bouquin-là de David Matsumoto. Voilà. Mais le narcissisme, ça fait pas partie des troubles de la personnalité? Alors ça, aucune idée. C'est comme ça que c'est traduit. En fait, Alors attendez, trouble de la personne. c'est En fait, borderline, c'est on trouve la personnalité. Borderline, non? Attends. Oui, ça Ouais, en en fait fait, partie. Ouais, c'est narcissique, ça. effectivement, dans, dans le bouquin que j'ai, narcissique, ils le remettent ici, en fait. Ils remettent narcissique, trouble de la personnalité. Ouais. Ok. Donc, Ok. ils mettent les deux, ouais. 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 Voilà. Ça vous va? Ouais. Ok. Eh ben, hop. Ah ouais, un autre jeu. Alors, l'amour. Alors, question comme ça, avant de faire l'exercice, pour vous, est-ce que l'amour est une émotion? Je Non. pense pas. Ok. Alors, L'amour. alors, ouais, voilà, plusieurs émotions. Et effectivement, dans l'amour, on peut vivre plusieurs émotions. Va et vient. L'émotion. Ouais. Mais après, effectivement, l'amour, on peut dire que ça va et ça vient aussi. Quand ça vient, ça va. Demande de l'implication. L'amour. Ouais. Dure longtemps. Pas l'amour. L'amour, ouais. Ouais. Dure quelques secondes. Émotion. Ouais. Est un processus automatique. Oui. Émotion. Ouais. Et est un engagement. L'amour. Ouais. Voilà. En fait, voilà. Donc là, il y a le lien hein, vers, c'est vers la page de Paul Ekman où j'ai trouvé ça bien. Euh, Parce que on peut, je l'ai souvent entendu que l'amour était une émotion. Euh, et en soi, enfin, alors, je- Paul Ekman, ce qu'il dit, c'est que non, justement, parce que l'émotion, il dit, c'est vraiment un engagement. Une émotion, voilà, c'est vraiment un processus automatique, c'est quelque chose de très court. L'amour, voilà, l'amour de ses enfants, de sa famille, etc. Voilà, c'est vraiment un engagement, c'est se soucier de l'autre, donc c'est avoir peur. Voilà, c'est parfois être en colère contre l'autre, c'est être en joie avec l'autre, etc. Donc il y a tout ce panel émotionnel. Et pour le coup, voilà. Alors je m'attendais plus à ce que vous disiez oui, mais effectivement, voilà, l'amour n'est pas considéré en tout cas comme une émotion. Les émotions affectent nos décisions. Donc alors, selon alors Joseph Ledoux, c'est un scientifique américain qui a écrit un bouquin il y a peut-être une vingtaine d'années et qui lui expliquait que notre cerveau émotionnel allait 4 fois plus vite que notre cerveau cognitif. Donc c'est un peu ce que je disais, les 250 millisecondes, votre émotion elle arrive en 250 millisecondes, bah, x 4 ça fait 1 seconde. Et là c'est votre circuit cognitif. Donc le circuit émotionnel va beaucoup plus vite que le circuit cognitif. Donc, donc en fin de compte, quand vous prenez une décision, eh ben, vous la prenez jamais sans une émotion en amont. Donc, c'est très difficile. Voilà, une décision n'est donc jamais rationnelle, surtout si nous sommes fatigués. Voilà. Alors, jamais rationnelle, si, elle peut être rationnelle si on prend le temps de poser les choses et de se calmer. Mais sur le coup, voilà, il y aura toujours une émotion en amont. Et si on est fatigué, alors ici, j'ai juste listé ouais, quelques, donc la partie cognitive, qu'est-ce qui peut nous fatiguer? Les pensées, les préjugés, notre état d'esprit, toute la partie émotionnelle, votre humeur.
les émotions, vous, les autres, voilà, voilà, là où vous allez travailler, les gens que vous fréquentez, etc. Et vous avez aussi tout l'aspect physique, fatigue, douleur, faim, froid, alcool, tension, etc. Tout ça, ce sont vos ressources. Donc évidemment, qui au fil de la journée s'épuisent. Et là, j'ai mis une étude que je trouvais intéressante. C'est une étude faite en 2011 sur voilà, plus de 1000 juges a montré que leur avis était favorable à hauteur de 65% en début de session et atteignait 0 en fin de session. Une session étant un temps entre les pauses déjeuner. L'hypothèse retenue était que la faim, l'envie d'aller aux toilettes ou encore la fatigue biaisaient leur jugement. Donc là, les gens, ils vont manger, ils arrivent, ils donnent des réponses favorables. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, je sais pas, sortir de prison. 65%. Par contre, dès qu'ils avaient faim, soif, etc., fin de journée, 0%. Donc ça, c'est assez incroyable. Et je viens de repenser à une autre anecdote. C'était quand j'étais à votre place à l'époque, c'était les pipettes. On avait un cours de Metcalfe Toledo sur les pipettes. Et le gars, il expliquait que les pipettes, il les vérifiait le matin, parce que l'après-midi, ils avaient de moins bons résultats. Voilà. Il disait, bah, les gens, ils sont du matin. La précision et l'exactitude, enfin voilà, la justesse et la fidélité des pipettes, le matin, on y arrive beaucoup mieux. Et l'après-midi, on génère beaucoup plus d'erreurs. Donc voilà, donc à prendre en compte voilà, pour toute la partie, notamment gestion des émotions. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Donc là, je vous donne la définition tirée de ce bouquin de Cliff Lansley. Alors, Paul Ekman, je vous ai dit, il est né en 1934. Là, je crois, il a 80. Je sais pas, il a fêté son anniversaire il y a une semaine. Là, il doit avoir 86, 87, peut-être même 90 ans, je sais plus. 34, bah ouais, il doit avoir 92 ans, l'ancien. Et moi, à l'époque, quand je me suis formé en 2019, on m'a expliqué qu'en fait, bah, il était trop vieux et que du coup, il voulait transmettre son savoir. Et ce savoir, il avait transmis à EIA Group. Moi, je suis dans l'Intelligence Academy. Et dans cette académie, en fait, le directeur, c'est Cliff Lansley. Cliff Lansley, du coup, qui a repris le relais et qui a rajouté toute la partie analyse comportementale. Et là, il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps sur le e-factor, et c'est ce fameux logiciel sur lequel je vous parlerai la semaine prochaine. Donc là, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Donc c'est la capacité de percevoir, de comprendre et d'influencer nos propres émotions et celles des autres dans divers contextes pour guider nos pensées et actions afin de nous aider à atteindre nos objectifs. Donc capacité à percevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis conscient de mes émotions. De comprendre, ok, je sais que je suis en colère, et, et qu'est-ce que j'en fais? J'influence mes propres émotions et aussi celles des autres. Je vois que l'autre est en colère, peut-être qu'il faut que je le rassure ou il est inquiet. Voilà, je vais le rassurer, il est en colère, je vais lui demander pourquoi, etc. Donc ça, c'est dans tous les contextes du monde. Et tout ça, c'est pour guider nos pensées et actions afin de nous aider à atteindre nos objectifs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez peut-être ressentir des émotions qui n'ont pas lieu d'être. Bah, il y a des gens qui suivent le foot ou pas là? Il y en a ou pas? Ouais. Ouais, Longoria, là. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu Marseille-Auxerre. Et vous avez un dirigeant donc, de Marseille qui a dit que la Ligue 1 c'était de la merde et que les arbitres ils étaient tous vendus. Enfin, voilà, voilà. Il a explosé. On n'a jamais vu ça dans on va dire dans le monde du football en quelque sorte. Bah typiquement, euh, il y a eu une colère légitime. Il y a un joueur, il a pris un carton rouge. Il aurait pas dû ou pas. Enfin peu importe. Donc bah, Longoria, du coup, il est en colère et il a explosé. Du coup, il n'a pas su gérer et il a fait du coup des commentaires publics où il disait que c'était n'importe quoi et qu'il voulait se barrer, etc. Donc du coup, bah, atteindre des objectifs, bah là, perdu parce que bah il y aura des sanctions, etc. Tout ça. Donc souvent, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des émotions qui arrivent et qui sont légitimes, mais que vous pouvez pas exprimer selon le contexte. Voilà. Vous êtes en colère face à votre patron qui vous dit vous faites que de la merde, bah, peut-être dans votre tête, vous vous dites là, je suis en train de postuler, j'attends une confirmation dans une semaine, donc là, je fais table rase. Moi, je sais pas vous, enfin, vous êtes jeune, mais vous verrez que, je sais pas si ça va vous arriver, mais combien de fois, moi, j'ai écrit des mails en disant genre c'est inadmissible, j'étais à deux doigts d'envoyer, et en fin de compte, vous fermez l'ordinateur, vous revenez le lendemain, vous ouvrez, vous lisez le mail, et en fait, vous vous dites, je vais pas l'envoyer. Ça va créer des histoires. C'est de l'huile sur le feu. Et ça, bah,
C'est tout simplement faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà. En disant, bah ouais, je suis énervé, je vais les pourrir. Écrire, ça fait du bien. En termes de gestion émotionnelle, ça fait du bien d'écrire. Mais voilà, après, appuyez sur la touche envoyer, vous le faites pas, vous revenez le lendemain et puis vous vous dites qu'en fait, c'est passé. Voilà. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, ça se décompose en 4 piliers. Premier pilier, conscience de soi. C'est reconnaître et nommer une émotion. Gestion de soi, stopper et gérer une émotion destructrice. Voilà, j'ai une émotion, ah, qu'est-ce que j'en fais? Conscience des autres, donc lire les émotions chez l'autre. Et la gestion des autres, donc là, c'est je vois l'émotion chez l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Je vois l'émotion, voilà, je fais de l'analyse comportementale, je vois plus qu'une émotion, je vois beaucoup de choses. Voilà, comment j'oriente mon discours, construire un rapport de confiance, détecter le mensonge, évaluer la crédibilité, négocier. Par exemple, voilà, vous négociez avec un client, vous voyez qu'à un moment il y a une crainte, ah, vous avez détecté ça, bah, tout de suite vous allez rebondir en disant bah, comment puis-je vous rassurer, des choses comme ça. Voilà. Donc ici vous avez pour le coup les 11 modules. Donc les 11 modules qui se répartissent comme ça. Donc l'intelligence émotionnelle, ça se répartit en 2 compétences. Les compétences personnelles, les compétences sociales. Dans les compétences personnelles, on a conscience de soi et gestion de soi. Donc conscience de soi, demain, ce qu'on verra, c'est la conscience émotionnelle de soi. Comment ça fonctionne au niveau du cerveau et comment on devient conscient. Ensuite, mercredi, il y aura la gestion de soi, maîtrise de soi. Donc, voilà, j'ai conscientisé mes émotions. Bah, maintenant, quels sont les outils et les techniques pour maîtriser cette émotion? L'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est tout ce qui va être lié au changement. Comment le cerveau réagit au changement et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter au changement. L'atteinte d'objectifs, orienté réussite. Voilà, des outils assez simples, hein. Et le regard positif, l'optimisme, quels sont les bienfaits de l'optimisme. Ensuite, conscience des autres. Donc là, gros morceau, l'empathie, c'est là où on va approfondir. Aujourd'hui, on a vu les émotions, on a vu le visage. Là, on va vraiment aller sur le muscle. Quel muscle est activé? Et sur l'utilisation d'un logiciel. Et un logiciel que j'utiliserai sur tout le reste des parties. Donc à chaque fois que vous viendrez, on se fera plaisir, on fera des tests. La conscience organisationnelle, c'est un peu le réseautage. Vous arrivez dans une entreprise, c'est en gros qui faut aller voir, qui faut pas aller voir, qui peut m'aider, qui m'aide pas. Tiens, lui, si je lui rends service, est-ce qu'il me rendra service? Après, c'est plus au niveau, on va dire, si vous êtes manager et que vous avez une équipe, bah tiens, lui, je sais qu'il s'entend bien avec ce service, hop, on va le mettre lui. Elle s'entend bien avec les fournisseurs, je vais la mettre là. Voilà, c'est un peu comment on positionne, on organise sa stratégie, son réseautage en quelque sorte. Ensuite, sur la gestion des autres, donc il y aura une partie influence. Donc, alors il y a une partie où c'est comment je peux influencer les autres. Alors toujours avec un aspect bienveillant, hein, c'est pas l'idée de soutirer, mais voilà quelques outils. Coaching et mentorat, ça j'ai pris ce que j'avais de la PNL, donc les outils PNL que je vous listerai. Voilà, donc il y a des techniques de questionnement en quelque sorte lorsqu'il y a des conflits. Quel est le problème? En quoi est-ce un problème? Qu'est-ce que ça vous fait? Euh, Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez fait pour changer? Qu'est-ce qui a marché, pas marché? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons à pas changer? Voilà, ça c'est tout l'état présent et après on passe à l'état désiré. Ok, donc ce que je comprends, c'est vous voulez ça. Ok, bah on va visualiser le futur. Qu'est-ce qu'il vous faut, voilà, pour lancer le plan d'action, etc., etc. Tous ces petits outils-là pour coacher et mentorat. Gestion des conflits. Voilà, donc pareil, il y a des outils PNL. Alors il y a des conflits. Est-ce que vous avez un but commun ou pas commun? Si vous n'avez pas un but commun, en gros, c'est bah foutez-vous la paix. Si vous avez un but commun, bah c'est est-ce que vous êtes OK pour les deux parties mettre vos forces en commun, etc. Voilà, il y a des petits outils comme ça. Et le travail d'équipe, c'est surtout tout ce qui va être des normes. En fait, les études elles ont montré que les équipes qui réussissaient le mieux, elles avaient des normes. Des normes, c'est par exemple, je sais pas, bah, chacun arrive à l'heure, mais on se laisse 5 minutes. Lors d'une réunion, on a le droit au téléphone, pas au téléphone, on a le droit à l'ordinateur, pas à l'ordinateur. Est-ce qu'on se met je sais pas, on se prend une balle de tennis et puis on se la passe pour le temps de parole. Je sais
pas, on met des cartons verts et des cartons rouges quand on est d'accord, pas d'accord. En fait, c'est toute cette synergie. Voilà, on met des fleurs, voilà, tout le monde vient avec son café, etc. Voilà, c'est toute cette synergie, toute cette petite ambiance qu'on met. Et en fait, les équipes qui réussissent le mieux, elles appliquent en quelque sorte des normes, voilà, interpersonnelles, interservices, etc. Donc l'idée, c'est de parler un petit peu de ça. Et puis là-dedans, comme c'est le dernier, je vous parlerai un petit peu de. C'est pas du travail d'équipe, mais c'est comment on se comporte quand on dit vrai, comment on se comporte quand on ment. À la rigueur, peut-être que je rajouterai peut-être un rectangle, mais c'est plutôt là, on va faire de l'analyse comportementale. Voilà, une personne qui dit vrai, bah, on sait que voilà, il y a de la spontanéité. Une personne qui ment, bah, il n'y a pas de cette spontanéité, etc. C'est un petit peu tout ça. Je crois que là, on est pour le coup sur la fin. Je vais juste passer, ouais, je crois il y a 40 diapos. Alors attends, je vais remonter. Pour vous dire, conscience de soi, gestion de soi, empathie. Là, on est sur les 3 plus gros morceaux, à mon sens. Et je me rends compte, en fin de compte, vous voyez, j'ai mis 1h50. Donc je pense 1h50, 1h50, 1h50. Les autres vont être beaucoup plus courts. À mon avis, je pense qu'adaptabilité, c'est des choses qui peuvent se traiter en 30 minutes. Donc, tout ça pour vous dire que, à mon avis, il y en aura pas pour 2 semaines. Ça peut être beaucoup plus court. Je voulais juste voir avec vous comment vous voulez qu'on s'organise. Là, demain, est-ce que ça vous va déjà en termes d'horaire? Le 17h30, 19h30. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez qu'on fasse plus long? Est-ce que vous voulez que demain, par exemple, on fasse un 14-16, 17-18, ou on garde ce créneau-là? Bah alors, justement, demain, nous, on a un cours pour notre projet Lean Six Sigma sur le Ouais, créneau, lui qui nous a mis un cours. Donc, à la ok. limite, si on peut avancer, c'est bien. C'est comme ça. Ouais, Sachant qu'il y vous a, il voulez. y a- il y a une partie de la. Enfin, il y a quelques élèves de la classe. Je crois qu'à 16h, on a un rendez-vous pour un atelier plan d'expérience, mais c'est à 16h, il me semble. C'est là-bas sur place, Ouais. à la fac? Eh bien, est-ce que vous voulez je sais pas, un 13h, 15h demain? Moi, 13h, 15h, ça m'irait. Ouais. Je Ouais, sais ça me va pas, aussi. Ah ouais. ouais. Ouais, c'est OK. Ouais. Ok aussi. Ok. Ok, et bah demain on fera ça alors, on fera 13h, 15h. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment de faire 2 heures. Donc si l'adaptabilité c'est bouclé en 30 minutes, ben j'enchaînerai sur l'atteinte d'objectifs, etc. On avancera comme ça, puis on verra en fonction du temps. Euh, pour terminer, ici j'avais mis une petite vidéo de vice-versa. Allez, bah j'espère que ça va passer. Allez. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Bien. Enfin, je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? On lui renvoie un signal. Ah! Alors, Riley, ça a été l'école? Oh, Ah, plantage. Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote d'hélico brésilien? Tout s'est bien passé, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool. Riley, ça va? Tu es sûr? Oh! Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef. Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah, t'aimes pas ça? Tu vas te Non, servir. non, respire! C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Niveau d'insolence critique, chef. Déclenchez le plan Vigifurax 2! Vigifurax 2. Attention, Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. T'en redemandes, papa? Quoi? Moi? Mais... Armez le poing! Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table. La paix! Oh! Ça suffit. Monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Wouh!
Bien joué, bravo messieurs, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Viens, envole-toi avec moi, Gatsigne. Voilà. Bah, je me rends compte que la vidéo, elle est sur mon ordi, du coup, ça passe beaucoup mieux. Euh, voilà, donc là, ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que bah, il y a les petits bonhommes chez la mère, il y a aussi chez le père. Chez la mère, on voit que c'est Tristesse qui est aux commandes, c'est le personnage bleu. Voilà. Donc, alors que chez le père, c'est vraiment le personnage rouge, c'est la colère qui est chez le mari. Et voilà, bah, c'était juste pour terminer sur une bonne note. Petite conclusion. Donc, alors une émotion, c'est quoi? C'est un processus automatique, donc hors du champ de la conscience. Voilà, ça arrive, et quand c'est là, bah, on en prend conscience. Donc c'est un processus qui est rapide, c'est pour notre survie, notre bien-être, et c'est pour enrichir nos vies. Une émotion, ça devient un sentiment, puis après quand ça dure un petit peu plus longtemps, c'est une humeur, puis quand ça dure, quand c'est vraiment ancré, c'est un trait de caractère. Voilà, c'est selon sa durée. Les expressions faciales permettent de voir l'émotion chez l'autre. Donc ça, on le verra dans l'empathie. On étudiera un peu plus le visage. 43 groupes musculaires, indicateur fiable. On parlera du nerf aussi qui active tout ça. Les émotions, bien évidemment, bah, ça puise dans nos ressources, comme nos pensées et nos efforts physiques. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, la gestion de soi, la conscience des autres et la gestion des autres dans un contexte à but défini. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les émotions, il y a ce site qui est très bien fait, qui a été fait par Paul Ekman et le Dalai Lama. Les deux sont amis. Et comme ils le disent, voilà, Paul Ekman a étudié les émotions de manière scientifique et le Dalai Lama par la contemplation. Et en fait, c'est très intéressant parce que voilà, il y a toute la chronologie. Donc vous pouvez choisir dégoût, tristesse, peur, etc. Voilà, Mimi est en colère, tu ressens colère, etc. Voilà. Il y a la partie expérience où là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les intensités. Vous voyez? Donc là, vous avez le plaisir, alors plaisir sensoriel, réjouissance, etc. Tac, 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 ça monte. Et puis, vous pouvez cliquer dessus. Il y a des petites définitions. Il y a les réponses qui sont appropriées aussi. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc, je sais pas, la compassion, voilà, s'engager, tac, tac, voilà, ça, maintenir, savourer, se faire plaisir. Donc ça, c'est super bien fait. Stratégie, après, faut regarder, je crois, d'en savoir plus. Il y a plein de trucs. Vous voyez, les antidotes à la colère, antidotes à la peur. Donc ça, c'est bien fait. Vous l'aurez à la fin, ça, je l'ai traduit. Je l'ai traduit. Et ça peut être très utile. On vous dit, tiens, en ce moment, je suis dans une situation nerveuse. Et ici, bah, Paul Ekman, il a dit, bah voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il est intelligent de faire. Donc je trouve que c'est vraiment bien pour le coup. Et il me semble que doit y avoir aussi j'ai vu passer des études. Il y a des études justement sur l'amour. Il y avait des sondages. Après, bon, je sais plus trop où ça se trouve. Voilà, voilà pour 88% des gens. Voilà, les émotions sont universelles. Voilà, donc c'est un site qui est vraiment bien fait. Voilà, l'amour, l'attachement, etc. Et d'autres émotions qui, pour le coup, n'ont pas été vues parce qu'elles ne font pas partie des émotions de base avec des expressions faciales. Vous voyez, la jalousie, donc ça explique. Voilà, la différence entre la jalousie et l'envie. Par exemple, on peut pas faire la différence. La jalousie, en fait, il faut être trois. L'envie, vous voyez, votre voisin, il a acheté une nouvelle voiture, on va dire, je suis jaloux. C'est pas du tout de la jalousie, c'est de l'envie. Il n'y a pas trois personnes. La jalousie, il faut être trois. Voilà. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plein de choses intéressantes à lire. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi comme ça. Alors, c'est ce que ça vous a plu? Le format vous convient? Ouais, franchement, moi j'ai bien aimé. Ouais. Ouais, moi aussi. Je pense que c'était très bien. Ouais, ça m'a beaucoup plu personnellement. Ouais. Ouais, c'était clair et je trouve que les petits exemples à côté aussi, c'est bien. Ouais, les petits exercices, les petits exemples. Ouais. Ouais. Ok, bah super. Bah si ça vous va, si vous êtes surmotivé, bah on continue du coup demain 13h-15h alors.
D'accord. Parfait. Ok. Ça marche. Ok Impeccable. pour vous? Parfait. Super. Eh ben, merci à vous. Bonne soirée. Merci, Merci à bonne vous. soirée à Bonne vous. soirée. Au Merci. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Salut à tout le monde.